Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que non après cette trêve internationale. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Diables Rouges, mais vous allez voir qu'on va pas vraiment parler de cette trêve internationale. Aujourd'hui, je suis accompagné, encore une fois, je dis aujourd'hui, désolé de me répéter, je suis accompagné par, c'est presque une équipe inédite, un petit peu, on dirait. Moi, contrairement à Tedesco, il y a quelques petits changements, on teste des nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis avec donc Erwan, Clem et Basile. On va commencer par qui? On va commencer par toi, Basile. Comment ça va? Ça va les gars, toujours heureux d'être ici, toujours être heureux pour un peu, parler de cette sélection et peut-être envoyer, 2-3 tacles. Ouais, je compte sur toi en tout cas. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Enfin, moi, je mens pas au public. Ça fait 2 émissions que tu boycottes. Là où tu étais censé être là, tu dis ah ouais, mais que- que- des explications. Mais il faut pas donner trop de plaisir aux gens. Il faut venir un peu de temps en temps, c'est le petit bonbon. Mais tu Ouais, vois, c'est comme Clem, à chaque fois, tout le monde se le prend, pendant les sélections, bah, c'est un peu, voilà, c'est la surprise Clem. Bah, moi, je vais créer une surprise Basile, c'est tout. Il faut profiter de ces moments, en fait. ouais, bah, t'as raison. Pas passe décisive en parlant de Clem. Clem, comment ça va? Vraiment l'homme des trêves internationales, l'homme des, comme Basile le disait, l'homme des épisodes qui stat. Est-ce que c'est parce que tu es là? Est-ce que c'est parce qu'on parle des diables? On sait pas. Ouais, je suis dégoûté. Du coup, je voulais faire la vanne quand Basile a commencé à parler de ça, mais c'est vrai que je suis un peu l'homme des trêves. J'aurais dû être là la semaine dernière. Finalement, j'ai pas pu. Et bah voilà, toujours là pour donner du plaisir, donner des tacles également. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir, donc j'ai très hâte. Ouais, pour une fois, d'habitude, je dis peut-être l'épisode, il va durer pas tellement. Là, je pense pas. Qui sait, peut-être ça va surprendre peut-être dans 45 minutes. Non, je pense pas, mais en tout cas, on verra, il y aura des choses à dire. Et Erwan, comment ça va, l'homme j'ai l'impression que t'es plus trop un homme de foot. Toi, t'es devenu un homme de NBA. Je vois des tweets à 3 heures du matin. Cleveland, 67e victoire de la saison. Comment ça va? Ouais, bah, écoute, on va très, très bien depuis que, bah, justement on prend le foot un peu moins à cœur. Mais on suit toujours tout autant, Tedesco, l'homme de ma photo de profil, aide beaucoup à ça, à faire une thérapie vis-à-vis du foot, vraiment un remède idéal et sinon quand même heureux parce que, on va quand même reprendre le chemin du beau football normalement entre Manchester, qui a changé de coach et ici en l'occurrence, les Diables Rouges. On espère que ça va suivre le même chemin. En tout cas, on les verra plus jusqu'à mars donc un bon motif pour être heureux. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai que toi, peut-être là, tu vas peut-être vivre sur un mois le coach de ton club viré, le coach de ta sélection viré, enfin libéré de ces deux terroristes. Après, je voudrais juste, quand même faire un ne je voudrais pas effrayer la populace, mais le coach de mon club viré qui est catastrophique parle une des 2 langues du pays. C'est un coach disponible. On ne sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Mais malheureusement, le pauvre, il pourra pas ramener les joueurs de ses agents parce que ça marche pas comme ça en sélection. Il n'y a pas de commission qu'on peut prendre. Désolé, Eric. Quoique quoique sur Ah, certains, on peut se poser la question, mais c'est vrai que j'ai entendu des trucs il y a quelques années, mais je ne citerai pas de nom de sélectionneur par respect pour Marc Wilmots. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, donc, on va commencer évidemment par le sommaire de l'émission. Pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va pas revenir sur les deux matchs parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de football. Mais on va faire une émission, on va dire, un petit peu. On va se poser des questions. Quelle est, on va dire, la culpabilité de certaines personnes? Donc, on va commencer par les supporters, donc les moins coupables. Ensuite, on va passer aux joueurs et on va finir évidemment par le chef, hein, le patron des coupables, le coupable sûrement numéro un, Domenico Tedesco. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va aborder les supporters. Alors, pour mettre un petit peu de contexte sur les supporters, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a eu quand même un engouement qui était de retour après la très triste Coupe du Monde 2022 avec un Roberto Martinez qui était devenu mal aimé, dont tout le monde attendait la démission, qui a eu lieu assez vite après le match. Apparemment, on peut démissionner juste après un match. Si certains pouvaient avoir des idées, ce serait pas mal. Donc, on a eu un public hypé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nouveauté, un nouveau coach, jeune coach, qui avait quand même entraîné en Bundesliga, qui avait gagné une Coupe d'Allemagne, qui avait fait un beau parcours en Europa League. On avait aussi des jeunes joueurs, bah, évidemment Jérémy Doku, même s'il était déjà présent, et une génération qui monte, des Romeo Lavia, des Duranville, des Vermeeren et compagnie, et plein d'autres joueurs. Des bons résultats en qualification, des beaux matchs amicaux face à des gros, le match face à l'Allemagne, le match à Wembley face à l'Angleterre, mais on a aussi eu deux grosses cassures entre l'équipe et enfin l'équipe et aussi le coach,
avec les supporters. La première, évidemment, l'affaire Courtois, fin juin, donc après le match face à l'Autriche. Et il y a eu, évidemment, je ne vais pas vous le rappeler, cet Euro. Donc, on va un petit peu se poser des questions. Est-ce que pour vous, les gars, est-ce que les supporters ont une part de responsabilité dans la situation où on est? Et si oui, c'est quoi cette part pour vous? Moi, honnêtement, je pense pas qu'on est, enfin, qu'on est, oui, je parle en «on» parce qu'on est tous des supporters ici. Je pense pas que ce soit notre faute parce que en fait, on est plus les gens qui subissent ça, au final. J'ai envie de dire, les joueurs aussi subissent ça, tout le monde le subit, mais nous, on va dire, on regarde ça avec de l'impuissance, parce que nous, on saura pas changer les choses, c'est eux sur le terrain qui doivent le faire. Donc, est-ce qu'on est le problème? Peut-être qu'il y a une certaine pression parce qu'on est la génération, enfin, c'est la génération d'après, celle qui nous a fait rêver, mais en même temps, bah, si tu donnes rien sur le terrain, c'est pas notre faute non plus, quoi. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais Ouais, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine part de responsabilité des supporters parce que notre vision, notre attitude, vis-à-vis de la sélection nationale belge a fortement changé depuis plusieurs années. On est beaucoup plus exigeant. Alors, ça c'est pas un mal en soi et je pense que c'est normal d'être plus exigeant quand on a eu une génération dorée qui a monté, en fait, nos les attentes des supporters, de 2 voire 3 échelons. Maintenant, on peut peut-être d'ailleurs, c'est Amadou Onana qui en parlait, assez bien, en interview. Il l'a fait un peu maladroitement, mais je pense que le fond est assez juste. C'est que ça reste une jeune génération et je sais que c'est difficile à entendre, mais il y a quand même il faut normalement quand même encore de la patience. Est-ce que les supporters en ont assez eu? Je suis un peu mitigé sur la question. J'ai envie de dire ou déjà la évidemment la patience ça se mérite et s'il faut avoir envie de donner de la patience. Donc comment donner de l'envie aux supporters? Bah, en leur montrant au moins quelque chose, des prémices. Maintenant, j'ai un exemple qui me vient directement en tête, c'est durant l'Euro, avec le match, face à l'Ukraine où il y a directement une cassure des supporters, mais ça va vraiment, du noir au blanc, enfin plutôt du blanc au noir, dans ce cas-ci, en une mi-temps, en fait. Où d'un coup, c'est: «Ah, on est derrière eux, on les adore. Onana, c'est mon joueur préféré, Doku, futur ballon d'or». C'était là, en effet, peut-être même trop d'attentes sur eux. Ah, «Waouh, on les déteste, c'est qu'un groupe, ils sont sur le côté, machin, ils sont égoïstes, machin, machin» et ça s'est fait presque sans transition. Pour moi, c'est une part de responsabilité qu'ont eu le groupe des supporters parce que j'ai l'impression que depuis ça, il y a vraiment une forte cassure avec, l'équipe nationale et on n'arrive pas vraiment à retrouver cette cohésion qui était une vraie force, en fait, sous Wilmots, sous Martinez. C'est qu'on avait une équipe nationale qui était vraiment qui adorait ses supporters et vice versa. Ce qu'on a perdu. Non, mais du coup, je prends la parole après Basile, mais je suis assez d'accord avec, ce qu'il dit globalement, après, je voudrais nuancer sur un truc, c'est que si on a des attentes, c'est aussi par rapport aux joueurs. On a entendu partout que cette génération-là, elle voulait pousser les dinosaures dehors, qu'ils avaient un peu plus à montrer, qu'ils avaient faim, etc. Et je pense que le match contre l'Ukraine, ça montre un truc, c'est que le public belge n'est pas, c'est pas les résultats qu'il attendait, c'est une façon de jouer, un état d'esprit, une identité. Et le problème, c'est que contre l'Ukraine, on a joué petit bras comme jamais. Contre la France, ça a été un peu similaire. Alors on peut tomber, mais il faut tomber avec les armes. Et j'ai pas l'impression que les gens étaient déçus et tout le monde était un peu parti du principe qu'on n'était pas favori contre la France. Donc ça montre quand même qu'il y a une acceptation du nouveau statut de l'équipe nationale. Mais tu as des joueurs d'un côté qui nous parlent de faim, de grinta, et cetera, tous les clichés qu'on nous sort tout le temps, dans ces joueurs-là, qui méritaient. Je sais bien que par exemple, de sources plus ou moins sûres que Luis Openda, il était quand même assez frustré par rapport à son statut vis-à-vis de Lukaku. Il y a un moment où, je peux comprendre, il y a des arguments sportifs pour lesquels il va moins bien performer, mais une fois sur le terrain, on a l'impression on voit des joueurs qui font même pas le petit effort de remonter de 2-3 mètres pour bloquer un tir à l'entrée de la surface, des tout petits détails qui sont indépendants d'un coach. Et on se dit: «Bon, bah, finalement, on nous a fait miroiter beaucoup de choses, ils avaient faim, c'est une génération qui a quand même du talent parce qu'ils sont quand même partout dans les 5 grands championnats, même si c'est pas la génération dorée». Et d'accord, ça peut prendre du temps, ils se cachent souvent derrière la pression ou le négativisme du supporter belge. D'ailleurs, Tedesco l'a dit dans une interview, enfin, des propos repris par SoFoot comme quoi c'est typiquement belge d'être négatif. Je trouve que c'est un peu l'argument, le la façon un peu facile de se cacher, derrière, bah, soi-disant, eu des attentes disproportionnées, alors que moi perso, c'est pas ce que j'attends. Et que s'il y a eu quelques attentes aussi, c'est aussi de leur part parce que les attentes, elles étaient pas orientées vers le résultat, mais plus vers
quelque chose à montrer, une identité qu'on n'a jamais eue, en fait. Ouais, je suis d'accord vraiment avec toi, Erwan, par rapport à ça, ce fait que perdre, ça peut arriver. Franchement, allez, j'ai envie de dire même si le match n'était pas fameux à l'Euro 2021, ils perdent face à l'Italie, beh, je pense on est bon, ouais, il y a des gens qui en ont voulu à Lukaku parce que bon, voilà, on aime bien souvent quand il y a des fêtes, Lukaku, il a une petite part de responsabilité, mais au final, voilà, ils se sont battus, ils ont affronté une équipe qui était meilleure qu'eux, ils ont perdu, c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, le souci, c'est qu'il y avait ce truc qui manquait. Mais pour en revenir vraiment sur les supporters, moi, je suis mitigé. Dans un sens, je trouve qu'il y a un petit souci. Enfin, nous, on a la chance de le voir avec nos pages d'actualité. C'est comme on dit, c'est comme Vasile le disait, ça passe du noir au blanc, du blanc au noir. Je pense qu'à un moment, il y a certains joueurs qui ont été vus trop beaux parce qu'au final, quand on aime, c'est logique. On voit, enfin, moi, j'ai lu des choses. Basile, on est dans un groupe où parfois on lit des choses. Moi, je vois des comparaisons de joueurs belges avec des joueurs français qui ont gagné 2 Ligues des Champions. Je sais pas, par exemple, enfin, je vois des comparaisons Lavia, Kamavinga. J'adore Roméo Lavia. Je l'adore vraiment. Mais c'est un joueur qui est au début de carrière, qui a un 2005. Donc je pense que ça crée en fait que tu vas surévaluer tes joueurs. Et puis au final, quand ils vont échouer, ben, tu vas au final plus tomber dessus qu'il ne le faut. Et vu que c'est des joueurs qui sont sûrement tous sur les réseaux sociaux, qui sont au courant de ce que les supporters disent, ben, au final, je pense que ça a plus d'impact que ça pouvait avoir d'impact peut-être en 2014, en 2015, en 2016. Et enfin, on est obligé de dire que les supporters ont un impact. Après, est-ce que c'est est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est leur faute? Je pense pas. Ils ont leurs responsabilités, mais pour moi, ils ont le droit, à partir du moment où ils vont voir les matchs, où ils supportent l'équipe, ils ont le droit de critiquer, d'être énervé, d'être fâché. Et c'est aux joueurs, en fait, de ne pas être influencés. S'ils se font siffler, à un moment donné, il y a bon, ouais, le plus grand joueur de l'histoire, il s'est fait siffler au Bernabeu. Mais c'est pas pour ça que ça l'a influencé. Les supporters ont été durs, les supporters ont le droit d'être durs, mais c'est aux joueurs de passer outre. OK, c'est chiant, mais ça peut pas être une excuse et faut pas que tu te retournes contre les supporters comme, bon, enfin, on en avait débattu, Basile, après le match contre l'Ukraine, la réaction de Kevin De Bruyne, tu trouvais que c'était bien dans le sens en tant que capitaine et peut-être que mais c'était mal par rapport au public. Moi, je pense que j'étais pas enfin, tu m'avais mis d'accord à ce moment-là, mais je pense que en fait, tu perds un truc et ça amène peut-être la situation où on en est aujourd'hui. Moi, de toute façon, pour terminer un peu cette partie sur les supporters, je pense que la pression des supporters, c'est ni positif ni négatif parce que c'est une chose à laquelle tu es un joueur de foot, tu devras toujours vivre avec. Et ça, que tu joues pour le Real Madrid, pour la Belgique, pour la Lettonie ou pour Dortmund, il y a pas de secret. Maintenant, c'est à toi d'en faire quelque chose de positif. Typiquement, tu vois, tu cites un mec comme CR7 qui s'est fait siffler par le Bernabéu, bah, tu as des mecs qui sont faits pour vivre de ça, qui ont cette mentalité et qui ont cette niaque. Et je pense que le problème de certains joueurs, c'est qu'on nous a fait croire que des mecs comme Bakayoko, des mecs comme Openda ou Arthur Théâtre qui di qui véhiculaient un peu ce message du: «Ouais, nous, on est des guerriers, nous, on a une mentalité». Ils te faisaient croire que: «Ah OK, bah, on va vous siffler et vous allez un peu comprendre que ça va pas et qu'on a besoin, enfin, que vous devez nous montrer plus de choses». Et je pense, en fait, ça a eu l'effet inverse. Donc pour moi, les supporters ont bel et bien une part de responsabilité, parce qu'il y a toujours une part de responsabilité des supporters de par la pression qu'ils exercent sur leur équipe. Maintenant, c'est les joueurs qui doivent transformer cette pression en quelque chose de positif, en un moteur, en un truc qui va les galvaniser. Vraiment, bah, je rajouterai des mots sur les mots. Moi, je suis tout à fait d'accord, par rapport à ça. Est-ce que Erwan ou Clem, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah, je pense que c'est juste un peu un cercle vicieux où, bah ouais, je vais un peu répéter, hein, mais on a des attentes élevées parce qu'on surestime le joueur. Du coup, comme les attentes sont élevées et que les joueurs répondent pas à nos attentes, on est déçu, mais du coup, on est encore plus déçu. Et donc, ça crée un climat un peu mauvais dans l'équipe qui fait qu'ils sont moins bons, qui fait qu'on est encore moins content et c'est un cercle vicieux à chaque fois. Et moi, je pense que pour changer ça, il faut changer de dynamique. Et donc, peut-être changer certains joueurs, peut-être changer certains membres du staff, notamment un mec qui s'appelle, enfin, ça rime avec escroc, je dirais pas qui. Voilà, il faut un changement et oui, je pense qu'il y a quand même, c'est vrai, une part de responsabilité, mais Eh bien,
Tu dis qu'il faut un Tout n'est pas notre changement. faute. Donc, je vous pose une question à vous, les gars. Est-ce que pour vous, il doit également y avoir un changement des supporters? Est-ce qu'on doit revenir aux attentes qu'avaient les Belges avant ou slash pendant la génération dorée? Ou est-ce qu'on reste dans la situation telle qu'elle est actuellement? Ou est-ce qu'on doit même, au contraire, resserrer la vis et être plus exigeant envers cette génération qui a le potentiel de faire quelque chose, mais qui semble un peu s'endormir sur ses lauriers? Mais moi, je pense que la réaction des supporters, elle est due justement au climat de l'équipe. Donc si le climat change, les attentes et les réactions des gens vont changer aussi. Donc je pense que c'est pas à nous de changer nos attentes, c'est aux joueurs de les faire évoluer. Là, très clairement, la manière dont ils jouent, nos attentes, elles sont plus bas. On s'attend juste à ce qu'ils jouent bien et qu'ils aient l'impression, enfin, qu'on ait l'impression qu'ils aient envie de jouer. Et Ouais, je suis si à un moment, on commence à revoir une amélioration dans cette, mentalité, de toute façon, les supporters, ça va aller mieux aussi et puis ensuite on pourra remonter et aller attendre des gros résultats et cetera. Pour l'instant, dans la situation dans laquelle on doit espérer ne serait-ce qu'une bonne mentalité. ouais, je suis d'accord avec Clem, les attentes, c'est après ça se choisit pas. Les attentes vont être faites par rapport à ce qui t'est donné. Là, bon, il y a des exagérations, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui se sont dit, «Ouais, ils vont même pas se qualifier pour la coupe du monde, c'est bon». Ouais, les gars, doucement, n'abusez pas non plus du RP, Saint-Marin, on n'est pas Saint-Marin. Mais les attentes vont se faire. Évidemment, là, je pense que les attentes vont diminuer, surtout si le coach, reste. Imaginons, il y a un monde où il reste, les attentes vont diminuer, mais je pense pas qu'un supporter puisse, dire: «Bon, demain, je vais avoir plein des attentes, super élevées». Ça se c'est comme l'amour, tu vois, ça se choisit pas, c'est tes attentes, c'est comme ça. Ouais, moi je voulais finir un peu sur, la je pense que déjà il y a un problème de la conception des supporters dans le groupe des joueurs. C'est-à-dire que quand je vois De Bruyne qui se plaint ou Luke Bacchio ici, après le match contre, le dernier match qu'on a joué et qu'il se plaint du coup, un peu de ce négativisme, de trop d'attentes et cetera. Je me dis que ces joueurs-là, ces mecs-là sont complètement déconnectés et pensent que des supporters, c'est là pour applaudir et fermer sa voilà. Alors que moi, je suis plutôt content finalement de voir qu'il y a des supporters belges qui, derrière le cliché du supporter qui boit de la bière et qui mange des frites, en fait, ils ont quand même un niveau d'exigence qui n'est encore une fois pas lié au résultat et la preuve en est que la génération dorée, finalement, les attentes qui étaient avant chaque tournoi, c'était de jouer la gagne de ces tournois-là et sur tous les tournois qu'on a joués, on a joué la gagne une seule fois. Il y a une seule fois où on a été proche de gagner le trophée et malgré tout, malgré ça, ça pourrait être perçu comme une déception. D'ailleurs, à l'étranger, la génération dorée est souvent, un peu critiquée, on est les Tottenham du football de sélection. En Belgique, elle est mise sur un piédestal et à raison parce qu'elle a fait bien plus important peut-être que gagner un trophée. C'est qu'elle a forgé, une nouvelle génération parce qu'ici, ce qu'on est en train de voir là, c'est les enfants de la génération dorée. C'est des gens qui ont grandi et qui ont été formés pendant les années, d'Hazard, De Bruyne et cetera, donc c'est peut-être encore mieux que de gagner un trophée sur un one shot. Mais et donc tout ça pour dire que les supporters n'ont même pas été si exigeants que ça. Et on a célébré une demi-finale de coupe du monde comme si c'était une victoire. On a été aussi vannés pour ça. Donc les supporters belges savent apprécier ce qu'ils ont. Donc encore une fois, c'est pas une question de et les attentes, elles seront juste corrélatifs au tout simplement au niveau de l'équipe et je pense que voilà, il y a personne ne commence un tournoi en se disant: «Le dernier Euro», personne l'a commencé en se disant: «Ah, la Belgique doit la gagner sinon c'est un flop». Donc moi je trouve pas que les attentes sont tellement démesurées par rapport à ce qui est proposé, enfin par rapport au groupe de joueurs qu'on a. Donc je vais plutôt, être l'avocat de nos supporters, on va dire. Je rajoute pas un mot. Est-ce que nos réponses t'ont fait plaisir, Basile? Mais moi, tant que j'entends vos jolies voix, moi, je suis parfaitement comblé, hein. Oui, non, c'est vrai qu'il y a une forme des attentes qui s'adapte évidemment à ce que montre l'équipe. Et je crois, paradoxalement aussi, que cet Euro et cette phase de creux qu'on est en train de revivre, nous fait du bien car je crois que beaucoup peuvent également se rendre compte qu'on restera toujours la Belgique, qu'on aura toujours une équipe, voilà, qui ne peut pas viser à des places, très, très hautes, à chaque compétition qu'elle rencontre. Je me souviens déjà qu'avant l'Euro 2021, avant qu'il y ait des petits doutes et cetera au sein des supporters, ça parlait: «Ouais, bah, écoute, première sous Tedesco, est-ce que ça peut gagner éventuellement l'Euro? Est-ce que ça peut faire une demi, un quart, machin, machin?» Et je pense que cette phase «sombre» entre guillemets, permet de reprendre un tout petit peu d'humilité et de se rendre compte qu'en fait, ce dont on a réellement besoin, c'est des joueurs qui se donnent, pas spécialement des joueurs qui font, 50 courses par match,
mais qui donnent l'impression de vouloir être là et de vouloir jouer. Ce que je pense qu'on avait un peu perdu. Très sincèrement, moi, je trouve qu'il y a eu un moment où les supporters avaient trop d'attentes et pas spécialement, des attentes uniquement liées à ce qu'on voyait sur le terrain. Ça s'entend. En tout cas, bon, on va terminer sur le supporter, mais aussi je pense que le supporter aussi, ce qui peut jouer aussi, c'est peut-être que si la fédération mettait pas des places à 45 € minimum pour être bien placé dans le stade, et donc que le stade ne soit pas toujours plein, ça peut peut-être jouer aussi un peu. Parce que moi, je me souviens le match face à l'Autriche, le match aller, c'était exceptionnel l'ambiance. Je pense que ça a donné quelque chose à l'équipe, même s'ils n'ont pas gagné, mais que j'ai pas l'impression qu'on ait revu beaucoup ça lors de la suite de la qualification. Après, tu dis ça, hein, mais on fait 2 sold outs contre la France et l'Italie. Donc, OK, c'est des très grosses affiches. Ça aide évidemment à fond. Ouais. Mais même les déplacements durant l'Euro, même, Oui, bah, comme tu dis, mais contre la l'Euro, ouais, et c'est aussi, on est au Roi Baudouin, c'est un gros stade. Non, moi, je ouais. pense vraiment qu'il y a on sous-estime les supporters belges. Ils peuvent vraiment avoir Non, c'est une sûr. bien meilleure influence qu'on a. Donc, il faudrait vraiment qu'on profite de cette communion et qu'on retrouve cette communion supporter-joueur. Ouais, ouais. Donc on en a fini pour les supporters, on est déjà à 20 minutes, donc on montera au moins l'heure, ça j'en suis sûr. On va passer maintenant au deuxième sujet, ceux qui sont appelés à la barre, les joueurs. Donc les joueurs, moi j'ai décidé, Basile m'a beaucoup aidé, on les a mis en 3 catégories. Donc on a les jeunes joueurs tout d'abord, les Bakayoko, les Doku, les Openda, les Onana. Même s'il y a des joueurs qu'on peut peut-être aussi mettre dans plusieurs cases, hein, peut-être qu'Onana vous mettrez peut-être comme cadre ou comme joueur de complément. Donc ensuite on a les joueurs de complément, pas forcément des cadres, mais plus forcément des jeunes joueurs. On a Luke Bacchio, on a Mangala, on a Woodfaz, on a Arthur Théâtre, et puis on a les cadres. Moi j'en ai mis 4. Peut-être qu'il y en a un qu'on mettra, on ne mettra pas. Donc j'ai pas compté ceux qui ont pris leur retraite évidemment, comme Yann Vertonghen, mais on a Lukaku, on a Thibaut Courtois, on a Kevin De Bruyne, on a Yuri Tillemans. Est-ce que ces joueurs, est-ce que vous avez encore une fois des reproches à leur faire qui mènent encore une fois à cette situation? Est-ce qu'il y a on va dire un type de joueur que j'ai évoqué qui pour vous, voilà, est plus coupable que l'autre et pourquoi? Je vais laisser Clem commencer. Moi, le fait que tous nos cadres, les 3 derniers gros cadres de la génération dorée, que sont Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, que les 3 aient tous perdu foi en cette sélection, je trouve que c'est déjà un sacré message de l'ambiance, enfin, peut-être pas de l'ambiance, mais en tout cas de l'ambiance qui peut être régnée au sein du groupe. Parce que, je veux dire, c'est marrant les stories Instagram, quand ils jouent au ping-pong, mais tu vois, si derrière enfin, Lukaku, De Bruyne et Courtois, c'est des gagnants, tu vois? Eux, s'ils gagnent pas, ils vont jamais venir. Et donc, c'est peut-être qu'il y en a certains parmi ce groupe de nouveaux joueurs qui ont peut-être pas cette mentalité et ça énerve les anciens. Enfin voilà, j'ai hâte de voir ce que les autres vont dire, mais moi je pense qu'il y a vraiment un souci au niveau de la mentalité. Pas tant dans le fait que les gens s'entendent pas bien, mais plutôt dans la mentalité. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller gagner, envie d'aller se battre? Mais ça, Voilà, pour voilà. moi, tu vois, cette transmission des cadres vers les joueurs, donc cette transmission de la mentalité, voilà, de ce qu'il faut afficher sur le terrain, même sur et en dehors des terrains, la responsabilité des joueurs qui doit être transmis par les cadres. Je trouve pas que le problème, justement, c'est à ce moment-là les joueurs de complément. Donc tout ce qui est les Woodface, les Aurel Mangala, les Arthur Théâtre. Est-ce que c'est pas justement ces mecs-là le problème, mais pas spécialement les jeunes? Parce que moi, je pense par exemple à allez, un mec comme Bakayoko, mais c'est pas à lui de porter son équipe normalement. C'est pas à lui qui doit apporter de l'expérience sur le terrain, c'est pas lui qui doit, toujours, être irréprochable sur un terrain. C'est un jeune, tout comme bon, Loavia, faudrait déjà qu'il joue, mais voilà, des joueurs comme ça, c'est pas à eux d'apporter ce plus-là. Est-ce que le problème viendrait pas au fond des joueurs de complément, c'est-à-dire ceux qui sont censés faire, allez 60 de ton équipe? Et je suis allé un peu loin en parlant des jeunes directement, hein, mais oui, clairement, c'est plus les joueurs comme ça que je vise. Les Mangala, tous ces machins-là, c'est plus ça que moi je vise. Forcément, je vais pas demander à Lavia de porter l'équipe.
Mais je trouve que c'est quand même assez symptomatique de ce qu'on vit là, ce manque d'envie. On a l'impression qu'ils en ont rien à foutre d'être là. Et c'est frustrant, parce que c'est ça aussi qui fait que tous les supporters soient autant sur la défensive et agressifs envers la sélection depuis plusieurs semaines. Je pensais que tu allais en parler, Basile, je me permets, Erwan. Je pensais que tu allais en parler, en fait, quand tu parlais de transmission. Moi, j'ai envie de, niveau des cadres, j'ai envie de leur en vouloir. Pourquoi j'ai envie de leur en vouloir? Parce que j'ai l'impression que chacun a une part de responsabilité assez forte dans la situation. Bon, le numéro un, le premier, évidemment, c'est Thibaut Courtois par rapport à sa réaction. Je pense, on n'a jamais vraiment débattu à fond sur le sujet, parce qu'à ce moment-là, on faisait pas l'émission. Je pense qu'il y a eu des torts des deux côtés, que Courtois a pas été pro, que Tedesco a pas été malin dans le sens où moi j'étais face à l'Autriche, j'étais dans le match, c'était un jour spécial pour Courtois parce qu'il y avait une, je sais pas si c'était la centième cape ou quoi, et je C'était pense que sa c'était vraiment centième cap. facile. Ouais, c'était vraiment facile de lui donner le brassard. C'est vraiment le facile, tu donnes le brassard et puis tu donnes à Romelu le match suivant parce que c'est plus la centième cape et tu peux être un petit peu ton gardien, le meilleur gardien du monde, tu le fais. C'était le truc facile. Et je pense que Courtois, il a un ego surdimensionné, enfin j'en suis sûr, mais que il a jamais eu entre guillemets de soucis publics auparavant. Donc ça veut dire que si tu as un souci une fois, c'est que il est pas à 100% en tort dans la situation. C'est peut-être qu'à un moment en fait Tedesco il aurait pas dû faire ce qu'il a fait le lendemain en mettant tout devant la presse. Mais Courtois reste le premier coupable par rapport à ça. On a Kevin De Bruyne qui pour moi est-ce qu'il aurait pu dire pour moi n'est pas un bon capitaine. Enfin, dans le sens où, enfin, comme j'ai déjà dit, c'est pas par hasard qu'il n'est pas le capitaine de son club alors que c'est le joueur, un des joueurs les plus anciens. Il n'a pas vraiment cette âme que enfin, pour moi, il n'est pas un leader ni par le charisme, ni même, enfin, c'est dur, hein. Je ne vais pas dire par le jeu parce que c'est un joueur extraordinaire, mais est-ce que les joueurs ils vont mourir pour Kevin De Bruyne comme ils pouvaient mourir pour un Eden Hazard ou pour un Lionel Messi autrement? J'en suis pas sûr. Après, ils ne pouvaient pas refuser, mais c'est un problème. Surtout que c'est un joueur qui n'a jamais été présent presque dans l'histoire Tedesco. Et il y a Lukaku qui est lui, inversement, je trouve un leader exceptionnel à l'extérieur dans tout ce qu'il représente, mais qui peut-être sur un terrain et aussi un joueur qui va prendre peut-être trop de place avec on a vu son fameux geste à l'Euro qu'on a vu plein de fois qui fait que je me dis est-ce qu'il n'a pas presque une influence négative en fait, sur les autres joueurs une influence négative dans le sens où ils vont dire bon il va quand même rater ou même dans une influence on a peur de ne pas lui donner ou quoi parce que c'est le meilleur buteur c'est ça donc moi les cadres j'ai envie de dire je leur en veux beaucoup parce que je trouve qu'ils ont pas bien fait cette passation pour les joueurs de complément ou pour les jeunes joueurs jusqu'à présent. Et enfin, jusqu'à présent, je pense définitivement parce que bon, je pense qu'ils vont pas rester très longtemps. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'allais dire, pas mal de certaines choses que tu as dites que j'allais dire. J'ai bien aimé le fait que tu fasses du cas par cas et que tu mettes pas tout le monde dans le même sac. Lukaku, en plus, il faut rajouter que c'est peut-être un peu de sa faute à cause de ses décisions, mais sa situation en club l'a énormément fragilisé. Dans le vestiaire, ça a été, j'ai parlé d'Openda, mais Openda, ça l'a vraiment énormément frustré de voir que Lukaku gardait ce statut en face enfin, face à lui, alors que bah, l'un explose tout en club depuis plusieurs saisons, l'autre c'est plus compliqué, même s'il est régulier en sélection pour les matchs de qualification. De Bruyne, moi j'ai vraiment pas trop envie de lui tirer parce que pour une fois, je trouve sur le dernier Euro et même ici sur le match où il râle contre la France, je pense c'est ça. Hein. Je trouve que pour une fois, on a sorti un investissement qu'on lui connaissait pas. Alors on peut critiquer ce type de leadership, mais je trouve quand même qu'il fait tout. Bah, j'allais parler de l'exemple de Messi. Et je pense vraiment que c'était l'idée de Tedesco, c'est d'avoir un leader technique autour desquels les jeunes bah, le voient comme une idole, et donc du coup vont mourir pour lui. Le problème, c'est que même Tedesco l'utilise pas dans le jeu comme ça. C'est-à-dire que Messi, on utilise un peu, désolé de l'expression, mais ce culte autour de Messi pour que les 10 joueurs autour de lui se battent à la mort pour lui et que lui fasse très peu d'efforts défensifs. De Bruyne, il est utilisé comme pompier de service dans toutes les zones du terrain. Ça aussi, ça l'aide pas d'un point de vue technique. Je veux dire, contre la France, le match qu'il doit faire, qu'il est obligé de faire, tu m'étonnes qu'il ait plus de jus quand on récupère le ballon. Donc moi, De Bruyne, c'est vraiment, et pourtant j'ai été très très critique avant sur la période génération dorée, mais j'ai pas grand-chose à dire. Mais Lukaku, par exemple, quand on voit que la situation va mal et qu'ici, entre les deux matchs, il quitte la sélection, alors il peut être blessé, tout ce qu'il veut, mais il sait que la situation va mal, il y a très peu de leaders, et un autre fautif, encore une fois, toujours lui, je pense que c'était Tedesco d'une certaine manière, dans le sens où, quand il a pris la sélection, il a voulu tellement faire table rase qu'il s'est débarrassé de plein
de futurs ou de potentiels leaders. C'est-à-dire que Witsel voulait pas arrêter la sélection. Alors peut-être que Witsel voulait absolument être titulaire, mais pourquoi ne pas avoir conservé Witsel de par sa polyvalence, sa capacité à jouer dans une défense à 3, etc. Ne pas le garder dans le groupe dans l'absolu. Comme ça, tu continues à te construire des leaders sur lesquels voilà, sur lesquels, tu peux compter parce que Martinez, ça a été sa grande force, c'est que la génération dorée l'a jamais vraiment lâché. Tout le monde l'adorait, il est, mort avec ses leaders, hein, je veux dire jusqu'à la dernière seconde, quasiment il a joué avec le cadavre d'Eden Hazard. Désolé pour Eden, je t'aime, mais c'était un peu ça et ici pour le coup, Tedesco, il a été incapable de faire ça et les quelques leaders sur lesquels il pouvait construire, il a eu beaucoup de malchance sur malchance avec Lukaku. De Bruyne, on a dit mauvais leadership et ensuite Courtois juste pour, nuancer un peu, tu avais dit qu'il avait pas eu de problème, mais ça s'est très mal fini quand même, il me semble, avec Chelsea. Donc, c'est quand même quelqu'un, on sait que son ego et on se dit, bon, je sais pas quel âge il a, mais il a 32, 33, 34 ans. Il a un problème avec, une histoire de brassard, c'est super inquiétant et ça a vraiment fragilisé pour de bon, Tedesco. Ouais. Mais, c'est le problème d'un jeune coach Après, aussi, hein, manque d'expérience aussi. tu as un joueur comme Antoine Griezmann qui a eu aussi le même problème, qui a plus ou moins le même âge de l'autre côté. Et aussi, je voulais rajouter pour Courtois une petite balle. C'est aussi qu'il a aussi été critique. On l'a oublié, mais ça date. Je pense qu'il parlait de bout de phase où il disait bon, on a en gros des défenseurs qui jouent dans des divisions inférieures. Donc bon, voilà, pour rajouter. Ouais, moi, je vais quasi paraphraser Erwan et Patrick. Je suis d'accord avec tous les deux en partie. Donc, Patrick, tu m'as ôté les mots de la bouche. Moi, De Bruyne, comme Erwan, je le mettrais de côté. Car franchement, je trouve qu'on a vu un nouveau De Bruyne sous Tedesco, un nouveau De Bruyne beaucoup plus leader que ce qu'on avait connu à l'époque. Et je pense que déjà à l'époque d'Eden Hazard, nos joueurs ne se tuaient pas pour Eden Hazard. Mais on avait des joueurs qui se donnaient tout court. Tu avais des compagnies, tu avais des Marwan Fellaini, des Gakam Witsel. C'est une autre mentalité. De Bruyne a tout donné à l'Euro. Il a essayé. C'est lui, à l'inverse d'un Lukaku, quand il s'énervait sur un terrain, c'était à raison. Et il s'énervait sur un joueur, il disait: OK, va te repositionner. Là, tu dois te mettre là. Là, tu dois faire ça. Lukaku, toujours: «Oh, tu m'as raté, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là». C'est ça la grosse différence pour moi. Pour moi, les 2 principaux fautifs dans cette histoire, c'est Lukaku, Courtois. Dans cette histoire de transmission, de leadership. Et les 2 pour des raisons différentes, comme tu disais super bien, Patrick. Courtois, c'est à l'extérieur des terrains et Lukaku, c'est à l'intérieur. Comment tu peux avoir tes 2 sous-capitaines, l'un te lâche l'équipe nationale en clash avec, son sélectionneur pour une histoire de brassard, comme tu dis, je crois qu'à ce moment-là, il avait 31 ans, pour une histoire de 100e cap. Alors oui, c'est triste. C'est de la mauvaise gestion d'homme, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que c'est puéril. Surtout qu'à côté de ça, il a déjà eu d'autres soucis à Chelsea, il a aussi des soucis avec, Wilmot à un moment. Donc ça, c'est pas normal et quelle image tu renvoies à ta sélection? Surtout pendant 6 mois, ça a fait quoi? Ça a fait que toutes les questions dans la presse, dans les conférences de presse et cetera, tous les jours, c'était: «Ah oui, Courtois, 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 vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi?» Mais c'est malsain comme ambiance. À côté de ça, tu as un Lukaku qui est fantastique en interview, un grand leadership. D'ailleurs, quand on entend les joueurs, ils ont vraiment l'air de considérer Lukaku comme le vrai capitaine. Là, si vous avez regardé la dernière conférence de presse, bon, OK, De Bruyne n'était pas là, donc évidemment, ça joue. Mais, le premier truc qu'il fait, il te parle de Lukaku. Smets, première chose qu'il te fait, il te parle de Lukaku. Qui? «Ah, mais c'est parce qu'il m'a accueilli, il m'a fait entrer dans le groupe, il a fait machin, machin». Ça, c'est ce qu'on attend d'un capitaine à l'extérieur du terrain. Maintenant, sur le terrain, Lukaku, c'était une catastrophe, notamment à l'Euro. Il abandonnait. Tu as l'impression qu'il abandonnait chaque action, il râlait à chaque fois et ça, c'est pas une attitude normale pour un joueur cadre. Pour un joueur qui prétend avoir le brassard, ça, c'est pas normal. Surtout que Lukaku, on sait que le capitanat, c'est un truc qui est très important pour lui. Il l'a dit plusieurs fois en interview. Ouais, mais il faut le mériter sur le terrain aussi. Donc voilà, pour moi, ces joueurs de complément et surtout ces jeunes joueurs ont été abandonnés par les 2 cadres les plus importants, surtout que De Bruyne a été absent pendant 1 an. Maintenant, j'en veux quand même, aux joueurs de complément, car je crois à ce moment-là, ils devaient prendre leurs responsabilités. Surtout, ils avaient l'air de vouloir prendre cette responsabilité. Un mec comme Onana, Théat, il cherche cette responsabilité, il le demande en interview. Ouais, mais il faut l'assumer. À l'inverse, pour les jeunes joueurs, les Doku, Bakayoko, je ne leur en voudrais pas trop. Pour moi, c'est pas leur rôle, c'était pas leur rôle et du Hmm. coup, ils ne l'ont pas fait. Ouais. Enfin, pour préciser, hein, Je suis pas, rappelle. je suis pas d'accord que ce soit par là. Je suis pas d'accord pour Doku, hein. Doku, lui, maintenant, désolé, hein, mais pour moi, Doku, maintenant, moi, je le considère plus comme un jeune, hein.
Doku, ça fait 4 ans qu'il est là. Enfin, 4 ans, ouais, 3 ans, allez. Maintenant, il est titulaire à chaque match. Donc, au bout d'un moment, Doku, c'est plus un joueur de complément pour moi. Je suis pas d'accord. C'est un Vous- joueur important dans le jeu, mais c'est pas lui. Déjà, en club, il ne le fait pas, il l'a jamais fait. Pourquoi en un coup, il se transformerait en joueur qui va porter son équipe en sélection alors qu'il ne le fait même pas en club? Il l'a pas fait à Rennes, il l'a pas fait à Anderlecht et il l'a jamais fait enfin, il a eu des grands matchs, Ouais, attention, des bonnes périodes, mais ça reste un jeune dans le jeu qui doit encore d'ailleurs, on voit que son panel, il est encore tout à fait incomplet. ouais, il a Tout 22 comme ans, hein. un pardon, Ouais, il a 22 ans. Il faut se rappeler De Bruyne, Lukaku, Eden à Lukaku, il 22 explose à ans 23-24 ans, hein. en sélection, ouais. Ouais, oui, je parle en sélection, bien Ouais. sûr. Parce qu'en Alderweireld, même sélection, chose, il explose sur le tard. Ouais. parce Enfin, que Lukaku, c'est le match face à la Croatie, c'est ça qui lance sa carrière internationale, hein. Avant, il était remplaçant de Benteke et je je vais pense que même si Benteke il se pète pas, il est remplaçant à la Coupe du Monde, hein. et je vais Enfin, même, il a fini. Il cracher était sur remplaçant non à la pas Coupe du Monde. cracher, mais je vais C'est dire un Origi truc qui était passé devant. Ouais. ouais, mais c'est la transmission, du numéro 9 en Belgique, ça a été compliqué pendant un moment. Mais regardez, même T'avais dit quoi, Eden Basile? Hazard, c'est pardon. Parce qu'à un moment, t'as dit quelque chose, mais on parlait en même temps, du coup, j'ai pas Ouais, entendu ouais, bah, perso. je revenais sur ça, c'est que Eden Hazard, tout grand joueur qu'il est et tout légende qu'il est de la sélection nationale, il a réellement porté les diables à partir de mi-Wilmots, 2015. À partir de ce moment-là, il commence vraiment à avoir une importance fondamentale dans le 11 et à partir de Martinez, il est imbougeable. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la sélection sans aucun débat. Mais même lui, ça s'est fait relativement tardivement. Ça veut pas dire qu'il a explosé sur le tard, attention. Mais voilà, il faut pas non plus, je sais que Doku, il s'en prend plein la gueule en ce moment et il mérite d'être critiqué. Mais pour moi, il est encore très loin des joueurs cadres, très, très loin, enfin, loin des joueurs compléments et très, très loin des joueurs cadres, parce que c'est un mec pour qui tout a été tellement vite accéléré, c'est compliqué de réellement passer, autant d'étapes Ouais. que l'ont fait d'autres joueurs. Ouais, il a été une bouée de sauvetage, hein. Il a été la bouée de sauvetage, entre guillemets. Déjà à l'Euro avec son match face à l'Italie. Pour moi, il a été une bouée de sauvetage pour Tedesco. Quand tu avais un Lukaku qui était décisif, on va dire devant le but, mais qui, je trouve, dans le jeu n'apporte plus depuis quand même quelques temps en sélection, sans De Bruyne. Et, enfin, le plan de jeu, c'était on donne la balle à Jérémy, il fait nous toutes les différences, quoi. Même si c'est drôle que son début prometteur et sa plus grosse victoire face à l'Allemagne, il n'y a pas de coup, parce il était blessé, mais au final, toute la phase de qualification, c'était Doku. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la phase de qualification. Même si Lukaku marque plein de buts, sans Doku, le match face à l'Autriche, euh, aller-retour, ça a été lui. Mais c'est pas parce qu'il a réussi à le faire qu'on doit trouver ça normal et qu'on doit le mettre une responsabilité plus haute alors que c'est pas à lui. Il le fait, mais c'est pas à lui de le faire. C'est un peu comme dans des clubs où ils vont pas bien et t'as un jeune joueur qui explose. C'est pas parce qu'il explose et qu'il arrive à performer que c'est à lui qui est censé faire ces choses-là. C'est à d'autres joueurs qui ne prennent plus ce rôle. Mais pour revenir par rapport aux joueurs de complément, moi en fait j'ai du mal à leur en vouloir, Basile, parce qu'en fait pour moi pour la plupart c'est juste des joueurs moyens en fait. Enfin, eux ils sont là, moi le terme j'ai mis complément, ils sont là, mais en fait si autour ça va pas, si autour les cadres ils sont pas là pour les enrôler, ben, ces joueurs de complément, enfin Mangala, même Théâtre, qui oui il joue un petit peu sur ce côté, ouais moi je suis un nerveux, moi je joue à 120%, 130% et tout, mais ouais, en fait, lui, il peut même le faire, mais en fait, si les autres ne sont pas là, ben, ça va rien changer. Ouais, mais il y a une attitude à avoir et il y a des choses que tu dois assumer. Moi, je vais prendre un bête exemple, pour moi, c'est Woodface. Le mec est quand même titulaire dans un club de PL. Il a 27 ans, ou il va sur ses 27, je pense, dans ces eaux-là. C'est un titulaire indiscutable et le mec, donc je veux bien que ce soit un joueur moyen. Je lui demande pas de faire des performances comme, Thomas Vermaelen quand il était pas blessé, comme compagnie, et cetera, et cetera. Mais regardez juste, au dernier match, quand il y a l'embrouille Théâtre face. Pourquoi Théâtre vient embrouiller face? Parce que donc face est directement, hem, c'est lui qui offre le goal. Il est super mal placé et il vient engueuler ses supporters, ses collègues, pardon, et il le fait à chaque fois. Mais ça, c'est pas normal. Je veux bien que tu subis un peu la pression, que tu sois nerveux et cetera, mais à un moment,
tu dois aussi assumer ton rôle. Arthur Théâtre, en interview, c'est sympa de faire le lion, le mec qui a des coronesses, qui sait assumer, non, nous, on a une génération, on va on est peut-être moins talentueux que la génération dorée, mais on a la mentalité. Ouais, mais attends, faut l'assumer aussi et à un moment et je sais pas, on peut en débattre. Pour vous, Leandro Trossard, c'est un joueur de complément ou un joueur cadre? Pour moi, c'est un joueur complément qui s'est trop effacé et donc il n'a jamais pu on n'a jamais pu réellement exploiter son véritable potentiel, car il fait partie de la génération avec les Dennis Pratt, avec voilà les joueurs, les Jason Denayer, les mecs de 26-30 ans qui en fait ont tellement été dans l'ombre de la génération dorée, n'ont tellement pas eu cette mentalité de: «Je vais me montrer, je vais essayer de m'imposer». Peut-être pas spécialement par le niveau, mais par la consistance, par la régularité, par la mentalité, par le petit plus que je peux apporter. Mais ça, ils l'ont jamais fait. C'est un problème de mentalité, un peu de chance pour certains. Dennis Pratt, par exemple, il n'a jamais reçu sa chance. Bon, au final, il n'a pas eu une grande, grande carrière. Mais voilà, Trossard, il a eu cette chance. Il l'a prise trop tard et il a même en fait, au final, il l'a même pas prise. Woodfaz, il a cette chance, il a cette possibilité, il ne la prend pas. Arthur Théâtre, il a cette possibilité, il ne la prend pas. Ça, c'est pas normal. Moi, c'est là où moi, j'en veux à ces joueurs cadres, à ces joueurs compléments, pardon. Complément. Ouais, non, j'entends. Mais aussi, pour revenir plus sur Erwan, c'est vrai que le cas Witzel, c'est vrai que. Mais non, bah après, c'est facile à dire avec le temps de peut-être. Il aurait fallu le laisser parce que tu t'es coupé de tes cadres. C'est vrai que moi, je pense pour moi, de base, j'étais très bon choix. Witzel, de pas le reprendre. Il faut arrêter. Il avance plus. Mais c'est vrai que là, a posteriori, je me dis, c'est vrai que à un moment, bon, Roberto Martinez, on peut l'en vouloir comme on veut, mais si c'est le premier joueur qui met à chaque fois sur sa feuille de match, enfin, c'est on va dire, son lieutenant, c'est peut-être qu'il y avait des raisons, pas que sportives, que nous, on voyait pas. Pour revenir à ça, et par rapport à ce que tu disais, Basile, je suis d'accord avec toi par rapport aux joueurs de complément. Bon, même si Trossard me fait un peu mentir dans le sens où, bon, j'ai détesté son euro comme tout le monde, mais je trouve que bizarrement, sur cette phase de Ligue des Nations, en tout cas sportivement, c'est un des joueurs qui a le moins de choses à se reprocher et qui a été plutôt correct sportivement. Il y a au moins, enfin, contre l'Italie, c'est lui qui doit égaliser. Je pense que c'est s'il égalise ou il met le premier but. Même le match qu'on perd, c'est peut-être le seul qui sort de l'eau. Donc je me dis, lui, après, est-ce que c'est un cadre, est-ce que c'est un joueur de complément? Je sais pas trop. Mais c'est un joueur qui, assez bizarrement, alors qu'on le voyait au fond du trou, me donne quelques espoirs peut-être pour la suite. Sinon, moi, j'en profite pour vous poser une question sur ça. Un cadre qu'on a totalement oublié, donc peut-être qu'au fond, c'est pas un cadre, pour moi, il est censé en être un. Mais voilà, il passe souvent un peu, à travers du filet, c'est Youri Tillmans. Quelles doivent être nos attentes vis-à-vis d'un mec comme Youri Tillmans? Le problème de Tielemans, c'est que il est dans cet entre-deux entre un très bon joueur et enfin entre un bon joueur et un joueur moyen. Ce qui fait que, au vu des joueurs qu'il y a autour, quasi pas le choix de le faire jouer parce que ça reste lui le meilleur dans cette amas de neutralité. Mais Tielemans, on a un joueur un peu plus fort qui arrive, il est dehors, hein. Je suis désolé. Il a pas, surtout dans le système de Tedesco, il a pas les qualités pour jouer dans le système de Tedesco. Il est pas assez Tedesco bon, un je veux dire, système? défensivement. De quoi? Tedesco un système? Oui, ben tu comprends cette espèce de 4-4-2, enfin 4-4-2, parfois 4-3-3, on sait pas trop. Je trouve qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour être en tout cas un joueur marquant dans ce ouais, dans ce dispositif-là. C'est pour ça, moi, j'espère de tout mon cœur que Lavia va enfin, je sais pas, arrêter ses blessures parce que, bah, c'est pas lui qui décide, hein, mais parce qu'on a besoin de lui absolument et à la seconde où tu peux aligner Onana et Lavia ensemble, Tielemans, il est dehors. Donc je trouve que c'est un peu un ovni Tielemans, parce qu'en plus à un moment il était au fond du trou, il était catastrophique, il y a un an et demi, on disait: «Bah, à cette allure-là, il sera même plus repris en sélection».
Maintenant, il sort un peu la tête de l'eau, c'est bien. Il peut être pris en sélection, c'est tout à fait normal. Mais quand il joue avec nous, c'est encore insuffisant, je trouve. Non, mais là, pour le coup, je suis vraiment d'accord. Moi, Tillmans, j'aime beaucoup le joueur. Enfin, il a des belles qualités, mais j'ai jamais aimé l'apport en sélection. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. À l'époque, il y pouvait pas grand-chose quand il jouait avec Witsel, mais ça n'avait aucun sens. C'est un double pivot qui courait si peu, qui avait un aussi faible volume de jeu. C'était dramatique. Le match contre l'Italie, la première mi-temps, il faut le regarder. Mais on a toujours critiqué cette défense, mais ce milieu-là ne défendait rien. Il se faisait passer, mais en une passe, en un sprint, une course balle au pied, c'était fini. Ils étaient bon, pour le coup, la Tedesco, il s'est repris, il a quand même responsabilisé Onana, ce qui était flagrant comme le nez au milieu du visage, qu'il fallait déjà le faire jouer, mais parce que Martinez n'avait pas mis Onana tout de suite. Enfin, il a fallu que ça commence à la Coupe du Monde 2022, il me semble. Donc vraiment sur la toute fin de l'ère Martinez, alors qu'il commençait vraiment à exploser déjà à Lille. Mais du coup, ouais, Tillman, c'est vrai, c'est un bon exemple de cadre qui a pas franchi un cap, mais avant tout, le mot qui revient souvent, c'est le manque de qualité. Alors, j'ai été un peu en disant, on a la qualité pour faire mieux que ce qu'on montre, mais d'un autre côté, on n'a pas assez de qualité pour que ce soit des équipes, des joueurs disons, je veux dire presque la génération dorée. Bon, on l'a vu avec Wilmot, ça s'est un moment planté, mais il pouvait presque être en autogestion sportivement et tu gagnes des matchs, beaucoup de matchs, même si tu atteins un plafond de verre. Ici, en l'occurrence, laisse en autogestion Arthur Théâtre, que moi j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait en club. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est censé être notre meilleur défenseur en tout cas, mais c'est des joueurs qui ont besoin d'un cadre beaucoup mieux défini que que ce qu'on est en train d'actuellement. Donc c'est triste à dire, mais tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que on a Tedesco tactiquement, il donne pas de cadre. Il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot, donc qui ne viennent pas de. Il n'y a pas de colonne vertébrale dans cette sélection. On a, en parlant de cadre au-delà de ça, ben, on a tous ces joueurs qui partent, qui reviennent, qui sont blessés, parce qu'il a joué de malchance aussi, hein, Tedesco, au-delà de son incompétence. De Bruyne, il a jamais pu l'avoir. On parle de Lavia, normalement, Lavia, tu as Lavia, normalement, c'est pas pour le surcoté, mais Lavia Onana, tu as un des meilleurs doubles pivots d'Europe. C'est game changer, ça change absolument tout dans une équipe pour ce que tu veux mettre en place. Et, euh, et là, pour le coup, il y a juste, en dehors de Tedesco qui est mauvais, il y a vraiment un manque de stabilité dans cette sélection qui fait qu'il n'y a aucun cadre, aucune continuité qui peut s'installer à cause de plein d'éléments qui jouent en notre défaveur, au-delà même qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas dire de sportif. Et finalement, bah, c'est ce qui fait qu'on n'arrive à rien construire au fond. Et pas seulement. Et c'est un peu la faute à pas de chance, ça. Non. Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire sur les joueurs? Est-ce qu'on peut passer on va dire, au dessert? C'est même pas le dessert, là, c'est le plat principal, je pense, hein, qui arrive en dernier, mais c'est le plat principal. Moi, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire sur les joueurs. Je trouve que, voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'Erwan a dit à la fin. Ce manque de stabilité est catastrophique. Moi, je dirais peut-être qu'on peut se poser la question sur, dans un monde où Tedesco n'est plus là pour janvier 2025, pour revenir une dernière fois sur ces joueurs compléments, on a entendu quelques fois voilà, qu'il fallait faire peut-être un tri au niveau de certains joueurs. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Est-ce qu'ils sont tous pertinents? Est-ce qu'il y a des joueurs, que ce soit même au niveau des joueurs compléments ou des cadres, que vous bougeriez de la sélection? Et seconde question, pour vous, qui des joueurs prometteurs, donc des talents, Bakayoko, Romeo Lavia, Jérémy Doku, Sardella ou Smets, par exemple, doivent devenir des joueurs compléments, voire des cadres dans les 2 prochaines années à venir? Je me permets. Attends, je vois que Aaron a eu un petit souci, donc on va le rajouter comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, je me permets pour ta question, Basile. Pour moi, le cadre, bon, on en a déjà parlé, hein, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Et je pense que cette trêve, c'est presque une réponse au dernier sceptique. Romelu, on doit arrêter pour, euh, pour son bien, pour le bien de l'équipe, pour le bien commun. On stoppe, on se J'annonce, serre il la y main. aura une rubrique Lukaku, faut-il continuer ou non? Je sais pas comment ça va sortir, mais épisode, je sais pas si on sera 2, 3, mais épisode garanti 1h20 avant 2025. Voilà, je balance l'exclu, ça arrivera.
Donc pour moi, il y a que Romelu qui est De Bruyne, si son corps suit, il faut continuer. Bon, Courtois, c'est pas nous qui choisissons, c'est lui apparemment. Et pour les jeunes joueurs, moi je l'ai déjà dit, je suis pas le plus grand fan de Bakayoko. Enfin, je pense qu'on l'a vu peut-être un petit peu trop beau, mais je trouve que dans le monde presque, il n'y a pas tant d'ailier droit que ça. Souvent, on a de très bons ailiers gauche, mais ailier droit, bon, à part l'extraterrestre espagnol là qui joue au Barça, il n'y en a pas tant. Lui, c'est un vrai ailier droit. Et je pense que s'il est en confiance, s'il y a un coach qui arrive à le mettre un petit peu comme Peter Bose, je pense que ça peut être vraiment un bon joueur. Ça peut être, bon, la comparaison un peu notre Dries Martens dans le sens, pas le truc super sub, mais c'est un joueur qui n'est pas un joueur exceptionnel, c'est pas Eden Hazard, mais c'est un joueur qui à l'équipe peut apporter beaucoup parce que, enfin, il peut être décisif parce que contrairement à Doku, Bakayoko a cette qualité qui est décisif, que ce soit par la passe, que ce soit par le but. Donc moi, c'est le jeune joueur qui pour moi doit être un joueur de complément, en tout cas un titulaire affirmé de l'équipe. Enfin, au moins lui donner sa chance, parce que là, ce qui se passe depuis plusieurs mois avec lui, c'est vraiment ridicule. Avec Bakayoko, ça montre un truc quand même qui est symptomatique de l'Artetaco, c'est ce manque de cran, en fait, tout simplement, parce que je veux dire, Luke Bakio, c'est très bien, mais on sait ce que ça vaut. Je trouve que voilà, c'est un mec qui mérite sa place dans la 23. Il est polyvalent, il peut jouer neuf, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer à droite, il va travailler défensivement, pas de problème. Il peut être là, il peut sortir de banc. Mais on sait très bien que sur le long terme, si tu dois miser sur un joueur, si tu veux penser l'équipe long terme, c'est Bakayoko qui doit exploser. Je veux dire, c'est comme si en 2012, on avait continué avec Marvin Ogunjimi parce qu'il mettait des buts contre l'Estonie, alors que tu as Lukaku, Benteke à côté. Il vaut mieux de forcer avec Lukaku, Benteke parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils représentent l'avenir. En l'occurrence, tu sais que Bakayoko, le plafond, est, même si on peut avoir des doutes, est quand même bien plus élevé que Luke Bakio. Et bah, c'est vraiment, je pense, l'exemple typique, c'est symptomatique et ça rappelle un peu la fin de l'ère Martinez qui, lui, forçait beaucoup peut-être avec Carrasco au détriment peut-être de Doku, etc. Donc, mais là, pour le coup, Tedesco, on arrive avec le cliché du coach allemand qui va dynamique, jeune, voire peut-être qui va être manquer de pragmatisme. Mais en fait, c'est tout l'inverse. On a vraiment quelqu'un qui joue petit bras, mais jusque dans les moindres détails, et c'est effarant. Ouais, t'inquiète, on y arrive, on y arrive. Et toi, Clem, est-ce que par rapport à la question de Basile, le cadre que tu penses que bon, il faut stopper et le jeune joueur, est-ce que toi, tu en auras un autre qui pour toi doit prendre une place plus importante dans les 2 dernières années? Ah, Clem a disparu, il n'a vraiment pas envie de Ça, répondre. pour moi, c'est un doigt d'honneur, ça. Je sais pas ce que C'est tu as pas, dit, c'est pas- Arwan, mais apparemment, ça lui a pas plu. Non, non, il a dit Non, non, mais non, écoute, c'est bah bon. moi, à la limite, je peux répondre à la question. Pour moi, Tu peux un répondre à ta jeune propre joueur question. qui doit assumer son rôle de joueur complément, voire de cadre à l'avenir, c'est un mec comme Zeno de Bast. On est encore assez gentil avec lui pour le moment. Il est quand même, enfin moi évidemment, je l'ai connu au Sporting d'Anderlecht, donc je connaissais déjà ces petites boulettes assez récurrentes. Donc pour moi, il doit franchir absolument ce step à un moment. Surtout que maintenant, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire. J'ai l'impression que Tedesco s'arrange plus pour le faire jouer lui que d'autres joueurs. Donc il peut jouer défenseur central gauche, droit, latéral. Est-ce que c'est des bonnes idées? Ça, c'est un autre débat, mais voilà, pour moi, il doit vraiment réellement s'imposer par les choix du coach, mais surtout sur le terrain. On sait que c'est un joueur de talent, on sait également que c'est un joueur qui peut faire des boulettes, donc je compte vraiment sur lui sur les 2 prochaines années d'apprendre au Portugal. Peut-être d'ici les USA dans un autre club, hein, peut-être qu'il va faire qu'un an. J'espère qu'il va quand même rester au moins ces 2 années au Sporting pour vraiment, réellement pouvoir enchaîner. Mais voilà, pour moi, c'est lui qui doit vraiment prendre cette responsabilité. Et au niveau des joueurs cadres, bah, je vais totalement rejoindre Patrick, hein. Moi, je suis un très très grand fan de Romelu Lukaku. J'ai grandi avec lui, c'est une de mes idoles, mais pour moi, il faut arrêter. Je n'aime pas les histoires qui se finissent mal, les histoires qui se ternissent. Et pour moi, pour lui comme pour nous, vaut mieux s'arrêter et que quelqu'un prenne ce lead, surtout quand tu as des jeunes derrière qui aimeraient bien avoir ce lead. On peut critiquer les performances d'Openda, mais en même temps, il n'a jamais réellement de continuité. Donc voilà, pour le moment, pour moi, il faut qu'il y ait cette transmission de la part de Romelu. Clem est de retour. Est-ce que tu as envie de répondre à la question que je t'avais posée ou est-ce que tu vas repartir? Alors d'abord, j'espère vraiment de tout mon cœur que Proximus fera faillite dans les prochaines semaines. Et Imagine, ils ensuite, veulent nous sponsoriser.
C'était quoi la question, du La coup? question, Excuse-moi. c'était par rapport à celle de Basile, c'était est-ce que toi, il y a un cadre pour lequel il faudrait arrêter? Et le jeune joueur qui devrait prendre une plus grande place d'ici 2 ans, selon toi? Je sais pas, c'est vrai que je vous entends parler de Lukaku, c'est un peu compliqué, Romelu. Je trouve que en même temps, c'est vrai c'est très binaire parce qu'il a ce côté hyper important en dehors du terrain, sauf que sur le terrain, il est très mauvais. Et en même temps, si on reprend Lukaku, forcément, tu vas le faire jouer parce que c'est Romelu. Donc, ouais, peut-être que c'est le bon moment pour arrêter, mais je sais pas, c'est très difficile à répondre, je trouve, pour Romelu. Et un gars comme De Bruyne doit tirer jusqu'à la coupe du monde, je pense, et je pense que c'est son souhait aussi à Kevin, en espérant qu'on change de coach, pardon, pour récupérer Courtois. Parce que lui aussi, je pense que le mondial, il aurait quand même envie de le jouer, mais qu'il le jouera pas sous Tedesco. Et alors pour des jeunes qui pourraient peut-être prendre plus de place, bah, évidemment, si les blessures le lâchent enfin, j'espère voir Romeo Lavia prendre, un peu de galon. Et puis pareil, un Bakayoko, oui, peut-être. Et en même temps, pardon, en même temps, quand tu sais que, en fait, Luke Bacchio est un très bon titulaire et un très mauvais remplaçant, et Bakayoko, pour l'instant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un très mauvais titulaire, et à chaque fois qu'il rentre en plein match, il est plutôt bon. Donc c'est très difficile à juger. Maintenant, oui, je pense que s'il y a un coach qui lui donne un peu plus de confiance, il pourra à terme prendre une place de titulaire, parce que je pense que Luke Bacchio, ça doit pas durer 4-5 ans. C'est plus une transition vers justement un mec comme Bakayoko. Donc à ce niveau-là, je crois que je sais plus qui parlait de Bakayoko tout à l'heure, mais à ce C'est niveau-là, moi, je vous rejoins. c'est moi. Ah bah voilà, je te rejoins, Patrick. Toi, Erwan, tu pas à poser la question. Enfin, j'ai envie de te poser la question, évidemment. Toi, Lukaku, pour toi, est-ce qu'il faut quand même continuer dû à son rôle quand même important, ou est-ce qu'il faut déjà couper, on va dire, le cordon et se serrer la main? Alors peut-être que je suis complètement biaisé parce que toi tu me suis depuis pas mal d'années, tu sais bien combien je l'aime. J'aurais tendance à dire non, mais je comprends les arguments mais je pense quand même qu'on le voit ici, on a du mal à gagner des petits matchs et Lukaku n'empêche c'est un niveau plancher quand il est plus ou moins en forme et là on sait bien qu'il a fait des décisions dans sa carrière en club catastrophiques. Donc j'aimerais ici il a retrouvé Conte, j'aimerais lui donner le temps, Mars c'est encore loin. J'aimerais voir jusqu'à la fin de cette saison avec les rassemblements de mars, je pense qu'il y en a encore en juin et voir quel Lukaku on retrouve parce que encore une fois, il a ses défauts. Peut-être qu'il faudrait être capable de le sortir à la 60e dans les matchs importants contre la France, etc. Pour Openda, Openda d'ailleurs qui n'a pas été très très bon, mais je pense qu'il a ses excuses, c'est-à-dire que c'est pas un attaquant qui est fait pour jouer comme Lukaku. C'est peut-être un attaquant qui serait même mieux pour lui de jouer avec un deuxième attaquant, c'est-à-dire même Lukaku, Deketelar, ce genre de profil. Ça pourrait, enfin, c'est pas du tout le même profil, Lukaku et De Ketelaere, mais j'imagine une certaine complémentarité entre Openda et De Ketelaere. Et comme ça, faire une passation un peu plus soft et un peu plus normale. Donc, moi, j'ai encore envie d'y croire un peu. Je pense qu'il a donné quand même quoi à la sélection et qu'il fait partie des joueurs qui méritent qu'on lui donne encore un peu de temps. Et encore une fois, il y a vraiment l'espoir d'avoir retrouvé Conte d'ici mars, c'est loin. Et joueur qui pourrait prendre plus de place, on n'a quasiment pas prononcé son nom parce qu'il est quasiment intouchable, on peut pas vraiment le critiquer, mais c'est Amadou Onana, j'aimerais vraiment qu'il prenne vraiment encore ce step où c'est lui le capitaine de cette génération-là et il n'y a pas de question qui se pose. Je veux dire clairement, si lui doit en mettre une de façon figurée dans le visage de quelqu'un sur le terrain, je veux que ça soit lui, je veux pas que ça soit Théâtre et Fas qui sont en train de s'énerver, ils n'ont pas la légitimité que Nana a, donc c'est assez évident que ça doit être lui D'ailleurs, il l'a un peu fait, hein. C'est lui qui va séparer, c'est Woodface vrai, c'est vrai. et Arthur Théâtre directement en très bonne attitude. Mais c'est fou quand même parce que je pense de tous les joueurs qui ont fait le groupe depuis l'arrivée de Tedesco, c'est le seul qu'on n'a pas critiqué sur les différents podcasts, ou quasiment pas. Donc il y a quand même une certaine unanimité tacite autour de son cas. C'est le seul qui a marqué des points finalement ces derniers mois. Je pense juste, j'ai l'impression Basile, j'ai l'impression après la Slovaquie? J'avais une fois, je commençais un peu, mais mmh, j'ai pas envie de tomber sur lui, j'aime bien Amadou sincèrement et en plus, c'est pas pour me la péter, mais je le connais depuis qu'il est à Hambourg. Donc voilà, j'aimerais c'est pas comme vos CM de Belgium Touch qui ne connaissaient pas Malik Fofana, mais voilà, je ne dénonce absolument rien, mais non, non, mais juste pour moi, Onana, comme à l'image d'un Lukaku, en dehors des terrains, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, je trouve qu'en interview, il est très pertinent.
il a jamais des mots de travers. Il est toujours fiable. Sur le terrain, quand il y a un problème, il est là. Bah, avec l'exemple de Fastéat, il a très bien agi. Avec l'arbitre, il agit relativement bien. Bon, il se prend quand même trop de cartons jaunes, mais ces temps-ci, ça va un peu mieux. De mémoire, je crois que ça C'est ce que s'arrange j'allais dire. plutôt bien. Maintenant, sur le terrain, il y a l'Onana que tu vois à Aston Villa et il y a l'Onana que tu vois chez Diable Rouge. Après, évidemment, il n'est pas aidé par une équipe qui ne tourne pas très bien. Mais je trouve qu'on pourrait quand même être vachement plus critique avec lui sur certains points. Pour moi, il doit faire plus. Maintenant, et c'est ce que j'avais déjà dit dans ma critique sur son cas il y a quelques temps, c'est qu'il est jeune. C'est que c'est un 2001 de mémoire. Bah, mine de rien, c'est comme Jérémy Doku. On se rend pas compte, mais c'est encore des gars qui sont très très jeunes. Et des mecs comme Witsel, des mecs, bah, un mec comme Fellaini, il s'est jamais réellement imposé dans le 11-11, mais enfin, à moitié, on va dire. Mais voilà, c'est des mecs qui ont aussi mis du temps à réellement à s'imposer, à devenir des leaders, des cadres. Et je crois que Onana peut vraiment devenir ce mec, cette référence, ce capitaine à l'image d'un Compagnie ou autre. Mais je le mettrai pas non plus sur un piédestal. Et pour moi, il est pas tout blanc sur ces dernières années. Loin de là. Ça va, on en a fini pour les joueurs. On va enfin passer au plat de résistance. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne quand même, c'est important. Là, il y a plein de gens, je vois dans les stats qui regardent et qui sont même pas abonnés. Donc, abonnez-vous, vous likez la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez par rapport à tous les cas, que ce soit les joueurs ou même les supporters. Est-ce que vous pensez que vous êtes coupable? N'hésitez pas à nous le dire. Et maintenant, N'hésitez on va pas à passer insulter Patrick ou Basile en commentaire. sur Basile de préférence, parce que si c'était moi, ben je supprimerai le commentaire, évidemment. On va passer donc à Domenico Tedesco, coupable numéro 1. On se pose la question, enfin, est-ce qu'on se la pose vraiment? Je ne pense pas. Donc, pour revenir un petit peu sur la situation, donc Tedesco est arrivé en remplacement donc, de Roberto Martinez, comme vous le savez, des débuts prometteurs, une victoire face à l'Allemagne d'Hansi Flick, apparemment. Voilà, il a montré un petit peu comment on pouvait battre Hansi Flick. Des qualifications gérées assez facilement, des choix forts aussi dès la première liste. On voit un Michi qui est mis dehors, Witzel pas repris. On a directement Roméo Lavia qui a appelé. Euh, on a l'affaire Courtois, où il montre quand même dès sa deuxième, on va dire, liste, une personnalité, où face à un cadre de l'équipe, il dit entre guillemets la vérité aux journalistes. Il dit voilà ce qu'il m'a dit, vous voyez. Enfin, en tout cas, il montrait, on disait un petit peu, bon, là on a un coach qui va pas se faire marcher dessus par les joueurs. Mais ensuite, il y a eu des petits soucis, des choix qui questionnent. Évidemment, on a eu les sélections de Deman dont on s'est plaint pendant des mois et des mois. On a Aldakil, on peut même aussi se poser des questions sur cette liste, où on peut à un moment se poser des questions du pourquoi, du comment ce joueur-là. La gestion des défenseurs, où, bon, Woodfaz a toujours posé question, mais ça a toujours été un cadre pour Tedesco. On a eu le forcing, Carrasco, Trossard pendant l'Euro, la sélection tardive par exemple d'un De Kuyper, le cas de Vermeeren où il dit à un moment que son profil convient pas et puis il l'appelle presque le lendemain dans la sélection pour remplacer un joueur. Et donc ça c'était donc on va dire hors terrain. Et après sur le terrain, le crash de l'Euro, le match de la peur face à l'Ukraine, le match de la honte face à la France, la Ligue des Nations qui est un petit peu la cerise sur le gâteau avec un 4 sur 18, 1 sur 12 face à la France et l'Italie. Qu'est-ce que je peux encore avancer? Le fait qu'il parle beaucoup de tests, et au final, il n'y a pas beaucoup de tests. Des joueurs qui donnent l'impression d'avoir lâché. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, bon, je ne vais pas vous poser la question de est-ce qu'il est coupable, mais pour vous, j'ai plutôt envie de savoir à quel, je ne vais pas te dire pourcentage, mais quelle façon il est coupable, pourquoi, qu'est-ce qu'il a mal fait, c'est quoi le problème en fait avec ce coach? Je pense que c'est pour comprendre le problème de Tedesco, le problème qu'il y a eu avec Tedesco, il faut vraiment faire ça par ordre chronologique. Donc, on peut vraiment revenir déjà au début prometteur, où voilà, qui a réellement créé la Tedescomania, comme on aimait bien l'appeler. Moi, personnellement, donc cette première liste où il annonce directement, voilà, je veux une équipe soudée, mais une équipe qui passe avant ses individualités. Donc je veux également faire un tri. Au revoir à Witsel, au revoir Michi. Pourquoi? Parce qu'il ne joue plus. Pourquoi? Parce qu'il faut passer le relais. Pourquoi? Parce que X.
Il y avait déjà dès la première liste, il y avait déjà des choix assez étranges, hein, avec une sélection de Dennis Pratt. C'est lui qui est là Ouais. lors de la première sélection, par exemple. Meunier aussi. Voilà, alors pardon? Meunier aussi? Ah non, Meunier, il est pas là, hein. Tu disais? Si, si, il fait venir Meunier est Meunier, là? mais en gros, il dit que c'est juste pour lui parler parce il jouait pas du tout à Dortmund. Donc il vient, mais il dit c'est pour apprendre un petit peu à le connaître. Il joue pas, mais il est dans le groupe. Oh bah, tu vois, ça m'était complètement sorti de la tête, tu vois? Alors moi, personnellement, j'étais vraiment pas contre cette idée et encore aujourd'hui, je suis vraiment prêt à la défendre. Witsel, c'est une légende de la sélection. C'est un des mecs les plus pour moi, c'est un des mecs les plus importants de la génération dorée dont on parle pas assez. Malgré le fait que ce soit un gros nom, mais pour moi, il était beaucoup plus important, que ça qu'on pensait. D'ailleurs, son downfall coïncide beaucoup plus avec le downfall de la sélection belge. Maintenant, pour moi, il fallait passer le relais. En fait, pour moi, ce qu'on avait à ce moment-là, c'est ce qu'on a maintenant avec Lukaku. Pour moi, maintenant, il faut clôturer l'histoire avant que ça se termine mal. Hop, faut passer le relais. Tu as des jeunes talents qui poussent. Michi, je comprends. Il jouait déjà quasi plus, ouais, c'est ça, je pense, à ce moment-là, il jouait plus, où il était remplaçant, où il voulait, donc voilà, j'aimais plutôt bien cette liste. Il a des choix assez forts. Il sélectionne dès le début, Bakayoko de mémoire. Il y a Lucky Bacchio. En fait, il le sélectionne pas. En gros, c'est Doku qui est sélectionné, mais en fait, il vient pour Ah constater oui, qu'il est blessé et blessure du et coup, il c'est va chercher chez les ouais, U21. voilà, oui, c'est ça. Heureusement que tu es là, hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je suis même aujourd'hui, peut-être hormis pour, Prat, je suis encore prêt à défendre cette liste. Pour moi, c'est des choix cohérents qui montraient réellement une envie de bâtir un groupe sain, un nouveau groupe et un groupe qui a la niaque de s'imposer, à des postes, clés qui étaient totalement privatisés par des joueurs qui, jouaient sur leur laurier sous Martinez. Non, mais tu as raison sur le fond et je pense qu'en fait, il a payé les pots cassés de la fin de Martinez, encore une fois. C'est Martinez qui aurait dû entamer ce processus de rajeunissement, de passation de pouvoir entre les cadres. Tedesco, il est arrivé, je ne sais pas s'il écoutait la voix du peuple ou c'était vraiment de lui-même, mais il a fait une cassure nette. Moi, j'ai dit que ça avait peut-être coûté pour lui dans le vestiaire des potentiels leaders dans sa poche qu'il n'a jamais pu trouver. Mais cela dit, dans le raisonnement, on ne peut pas faire du révisionnisme et dire sa première liste, elle est mauvaise, il y a tout à revoir. Après, il y a eu d'autres trucs. On a parlé de Kuiper, c'est vraiment ultra étrange d'avoir un latéral gauche comme ça aussi talentueux et s'en passer aussi longtemps. Et puis quand il joue, on voit que le joueur est magnifique et tu as même l'impression qu'il n'est même pas encore indiscutable dans son esprit. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais pour revenir sur la première liste, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il ne faut pas faire tomber dans le révisionnisme. Les premiers mois de Tedesco, on était tous enthousiastes et à raison. Oui et surtout, j'ai envie de dire, je pense qu'on n'était pas enthousiaste juste avec les résultats, juste avec le 3-0, qu'on fait, contre la Suède, pas juste la première mi-temps contre l'Allemagne. Non, il y avait réellement on sentait une volonté de créer un nouveau groupe et de faire confiance à cette nouvelle génération qui avait envie et enfin quelqu'un donnait cette confiance et je sais pas ce qu'en pense Clem, mais pour moi, c'est là qu'il va y avoir la réelle cassure et pour moi, là où il y a 2 Tedesco, le Tedesco avant Courtois qui fait des choix forts, qui assume ses choix, ça c'est important, qui assume ses choix et qui fait confiance à des mecs qui ont la niaque et qui ont envie de prouver quelque chose. Et après Courtois, où tu as l'impression que ça devient de plus en plus des choix pour arranger un groupe, des choix, pour aller se mettre un peu la presse dans sa poche, des choix pour, bon, c'est bon, lui on va le faire revenir, il en parle beaucoup dans les médias, comme ça on arrête d'en parler, machin. Je sais pas ce que toi t'en penses, Clem? Ouais, je suis d'accord, il est pas resté cohérent sur toute la longueur, et c'est ce qui a fait que les gens ont un peu perdu confiance en lui, où on se dit, ok, au début, l'histoire avec Courtois, il veut se montrer fort, personne au-dessus du collectif, etc. Et puis, bah ouais, il y a eu. Je pense qu'il a fait une erreur en balançant tout à la presse sur Courtois, mais même au-delà de cette erreur, c'est son manque de cohérence par rapport à ses débuts et par rapport à ce qu'on a maintenant, qui je pense a créé une cassure, que ce soit envers les joueurs ou envers les supporters. Et je sais pas si, vu le match qu'on nous a pondu et la crise que traverse cette équipe actuellement, je sais pas si il sera la bonne personne pour aller rechercher cette confiance qu'il a complètement déchirée avec ses choix incohérents.
Moi, je pense que je sais que, enfin, Il je y a la sais qu'il parole est et aussi les actes. la bonne personne. En tout cas, moi aussi, j'ai l'impression, en fait, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Parce que comme Basile a dit, moi, je suis tout à fait d'accord pour la liste, évidemment, la première liste, les débuts aussi, je sais pas si la temporalité, c'est vraiment après l'affaire Courtois ou pas exactement, mais j'ai l'impression, en fait, faut le dire, c'est le sélectionneur, c'est pas être coach. Et je trouve que c'est un sélectionneur qui en fait pensait comme un coach de club, c'est-à-dire à l'instant présent. J'en ai déjà parlé, évidemment. Pour moi, Woodfaz, c'est la preuve de l'instant présent. C'est-à-dire que pour moi, peut-être, il y a peut-être des grandes chances que dans le groupe, on va dire, je sais pas moi, en septembre 2023, le meilleur défenseur après Vertonghen, c'est peut-être Woodfaz. C'est possible. Il y a une possibilité, il y a un monstre, ça existe. Mais est-ce que dans 6 mois, est-ce que ce serait encore lui? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs avec un plus gros potentiel? Donc en fait, pour moi, un sélectionneur doit penser en fait presque à demain. Il ne doit pas penser à maintenant, il doit penser à demain. Surtout quand tu es dans des qualifications, tu joues l'Estonie, l'Azerbaïdjan. En fait, tu dois penser à demain, tu dois te dire, est-ce que je ne dois pas déjà. De base, pour moi, de base, ça a été vraiment testé. Enfin, à un moment, il y avait un boycott de base, il faut le dire. Parce que je me souviens que pour l'Euro U21, donc, en juin, il fait venir Aldakil dans le groupe. Et c'est Aldakil qui reste pour le match face à l'Estonie. Et De Bast part pour jouer l'Euro U21. En fait, dans sa tête, Aldakil, je ne sais pas de pourquoi, est passé directement devant De Bast. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu embourbé dans ses choix. Même Michi qui, à un moment, il dit, parce qu'en gros, Michi se blesse juste avant la liste, mais il dit bien devant tout le monde, même s'il n'était pas blessé, je ne l'aurais pas rappelé. Mais la liste suivante, il le rappelle. Euh, il y a eu aussi le forcing Carrasco à un moment. Ok, il y avait la blessure de Kevin De Bruyne, donc bon, il faisait jouer Trossard et Doku, et donc c'était Carrasco le troisième. Mais il y a eu un forcing. À un moment, faut pas être un génie pour te dire que peut-être que Carrasco, juin 2024, peut-être que ce sera pas forcément un joueur qui va t'aider à l'Euro. Bizarrement, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai l'impression en fait, c'est un coach, et je pense que je l'avais déjà dit dans une émission, c'est un coach qui a pensé à aujourd'hui et jamais à demain. Et un sélectionneur, il doit toujours penser à demain parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver en tant que sélectionneur. C'est pas un club où le joueur, tu l'as tous les jours. Un joueur, il peut se blesser. Pourtant, il a eu l'exemple avec Kevin De Bruyne qui l'a eu indisponible. Donc tu dois préparer. Et j'ai l'impression qu'il a jamais rien préparé. Et c'est pour ça que tu commences un Euro avec Carrasco qui commence latéral, quoi. Moi, franchement, donc je vais continuer mon introduction. Pour moi, il y a réellement une grosse scission avec l'affaire Courtois. Pour moi, c'est vraiment l'élément X qui a créé un doute chez Tedesco, j'en suis sûr. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à subir autant de pression et à vivre aussi mal cette situation. Et ça se ressent énormément dans les interviews, dans la façon dont il parle de l'affaire Courtois. Dans la soirée où il y a la polémique Courtois, il est confiant, un peu encore dans l'exaltation, dans la colère, et cetera. Et là, il montre, il a montré vraiment cette attitude de dictateur, pas spécialement dans le mauvais sens, mais vraiment le mec, c'est moi qui décide et j'assumerai mes choix, c'est pas grave. Et au fur et à mesure du temps, il s'amenuisait, il était beaucoup plus: «Ah, Courtois, bah, il peut revenir s'il a envie, machin. Moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, machin». De plus en plus craintif et je pense vraiment que ça crée une cassure où il a compris qu'à mon avis, il avait été en tort déjà, que ça a été beaucoup plus loin que ça à quoi il s'attendait et surtout, je pense qu'on lui a fait comprendre, notamment la fédération, un joueur comme ça, une gestion comme ça, pas 2. Et je pense que c'est ce qu'il a compris aussi avec son groupe. Je crois que vu que le groupe l'a suivi, ce qui est vrai après l'affaire Courtois, tout le monde a suivi Tedesco. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des micros retournements de veste, au niveau des interviews, mais sincèrement, allez réécouter les interviews de Vertonghen, de Castagne, ils disent tous: «Courtois était en tort. Je soutiens mon coach, je soutiens le groupe. On n'a aucun problème, machin, machin, machin». Et je crois que ce groupe-là a compris que en fait, à partir de ce moment-là, le rôle s'est inversé. Pour moi, le groupe est passé devant Tedesco et Tedesco a compris qu'en fait, il ne pouvait plus imposer réellement sa dictature à son groupe et pour moi, c'est ce qui explique énormément des choix qu'il a fait par après. Le fait de maintenir certains joueurs à la place d'autres, le fait que Vermeeren, d'un coup, est devenu un incontournable de sa sélection alors qu'il montrait quasi plus rien à l'Atlético et même chez les Diables. Le fait qu'en un coup, il a commencé à sélectionner des mecs comme Witsel.
Moi, je suis sûr que si des gars comme Witsel, comme Meunier sont réellement revenus et revenus avec des idées de titulaire, parce que Witsel, sans sa blessure, je suis persuadé qu'il était titulaire à l'Euro. Pour moi, c'est des choix du groupe. C'est le groupe qui a dit j'aimerais revoir Witsel, j'aimerais revoir Meunier. Parce qu'on sait déjà, sous Martinez, c'est des mecs qui étaient très importants dans la communication, dans la cohésion du groupe, etc. Pour moi, ce sont des choix du groupe. J'en suis sûr, j'en suis, comme dirait un certain journaliste, mes deux mains, mes deux jambes, pour moi, c'est ça. Et c'est là où on a perdu Tedesco, pour moi. Et c'est là où, d'un coup, c'est devenu une marionnette ou un mec qui, d'un coup, devient livide dans l'interview, qui assume pas vraiment ses choix et qui est incohérent. Pour moi, il y a Tedesco, les deux premières sélections, c'est le vrai Tedesco. Il fait des choix forts, il veut les assumer. Et après, il a perdu parce que son groupe est passé devant. Le groupe a compris que ce serait toujours le groupe. C'est pour ça qu'il va à l'Euro avec 23 joueurs, 23, 24, je ne sais plus, malgré des blessures, malgré le fait que Meunier, il n'était pas apte, malgré le fait que Witsel n'a pas été apte. Donc voilà, pour moi, c'est là où on l'a perdu et c'est là où, en fait, on a. Tedesco est devenu une coquille vide, en fait. Oui, je suis d'accord. En tout cas, c'est le début du chemin. Et je pense que ce qui a vraiment parachevé cette descente en enfer, c'est l'Euro, hein. Encore une fois, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais il a été vu comme un coach avec du cran, qui a pris des grandes décisions, l'affaire Courtois, c'est une grande décision. Et tout ça, ça se reflétait dans le jeu. On l'a vu contre l'Allemagne. Moi, je me rappelle d'un beau match qu'on fait en Autriche, parce qu'on voit ce qu'est devenu l'Autriche de Ralf Rangnick. C'est quand même une très belle équipe. Et on gagne là-bas sur un gros score, 3-2, 4-3, quelque chose comme ça. Mais, heu, mais voilà, il avait été audacieux quand même dans ce match-là. Il y avait vraiment plein de belles choses et on voit qu'on perd contre le premier match de l'Euro. Ensuite, on fait un super match contre la Roumanie, on est hyper agressif, on défend à coups de face, à hauteur du rond central, tellement il est agressif sur les longs ballons et cetera. C'est super la pression qu'on met et finalement après il y a ce dernier match où il a une petite frayeur, où il sent que on le perd, il me semble qu'on est éliminé, c'est tout, point barre. Mais, heu, mais là il a complètement trahi ses principes et il s'est senti tellement fragilisé d'un coup qu'ensuite est venue la France et la France, j'ai l'impression qu'il a vraiment joué dans l'optique de: «Bon voilà, on va perdre, mais il faut qu'on perde avec le minimum d'écart possible» et voilà, c'est OK, ça me va comme ça. Le 1-0, je pense qu'on lui aurait dit avant le match, le scénario du match, il aurait signé à 2 mains. Et là, franchement, moi, je pense que là, il a tout perdu. Il a perdu le groupe, les supporters, pour toujours. Alors que ça avait déjà commencé avant et il y avait quelques histoires internes dont j'ai entendu parler, heu notamment le cas Openda Lukaku parce que celui-là, il est vraiment pas mal revenu dans ce que j'ai entendu. Mais Openda avait raison de voir le niveau de Lukaku et de voir qu'il était pas bougé alors qu'on avait promis que les cartes étaient redistribuées et cetera. Or, elles ont pas été redistribuées de la même façon pour tout le monde. Ça veut dire vraiment qu'en fait, à tous les niveaux, il y a eu un décalage complet entre l'image qu'il a renvoyée, ses propos et finalement ce qu'il a montré et à partir de là, moi, c'est là que je peux pas lui pardonner. Je peux lui trouver des excuses avec les blessures, avec, le niveau de certains joueurs en sélection qui est pas assez bon. À partir du moment où on a un coach qui promet des choses et qui n'est pas, encore une enfin, je finirai là-dessus, mais si on a Mourinho qui arrive et qui dit: «Je vais vous poser un bus et vous allez jamais voir de beaux jeux», et mon but, ça sera de garder le 0 derrière. Bah, écoute, OK, mais Tedesco, il nous a vendu un peu du rêve sur ses premiers matchs, dans ses propos et finalement, il a absolument tout perdu et je veux dire, c'est même plus une question de est-ce il devrait partir ou pas? C'est une fatalité qu'il doit partir parce qu'il a plus personne de son côté. C'est juste perdre du temps maintenant. C'est vraiment trop drôle d'entendre le propos avec la tête de Tedesco, ça me tabasse. Mais non, en tout cas, vraiment, ouais, moi, je suis d'accord. C'est vrai que le cas Openda, Lukaku, j'ai presque l'impression, parfois, peut-être on le sous-estime, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a eu, enfin, on l'a souvent dit, c'est qu'il y a eu presque, j'ai l'impression qu'Openda, il a presque toujours fait exprès de le mettre dans des situations qui ne l'avantagent pas, dans le sens, ça l'envoie souvent dans des 4-4-2 avec Lukaku, mais je me souviens, le match en Autriche, ils sont tous les deux sur une île déserte. C'est Openda qui sort en premier. Et puis il y a but. Mais du coup, ça fait penser que presque c'est Openda le problème, alors que je pense pas que c'était ça le problème. Il y a le match face à l'Irlande, le match amical de chez Amical, là, avant le match face à l'Angleterre, où il change toute l'équipe. Bah, oui, à un moment, s'il n'y a aucun automatisme, c'est logique que ton numéro 9 va avoir des difficultés. Il y a aussi un autre match, le match face à la Serbie aussi en amical, où pareil, c'est un match, je pense que le stade Roi Baudouin était pas praticable, du coup ils vont jouer à Louvain sans public. Je sais pas si c'était pas praticable, je sais plus c'était pourquoi, ou alors C'était est-ce que les c'était les intempéries, attentats? je pense.
Ah, c'est Non, intempéries? de OK. mémoire, c'est les intempéries et du coup, il y avait trop de pluie et du coup, c'était pas, ou c'était trop de Ouais, ouais, neige? je ne Trop de sais pluie ou plus. trop de neige? Heu, Je crois que c'était trop de ouais, pluie. ouais. En tout cas, ils vont jouer à Louvain sans public. Encore une fois, une équipe remaniée en amicale. Bah, l'équipe produit rien. Oui, forcément ton numéro 9. Donc c'est vrai que là, le cas, ça me fait tilter. Toi, Clem, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Tedesco? En vrai, je pense qu'on a quasiment tout dit là, hein, voilà. Il a raté son pari, il n'a pas été cohérent depuis son arrivée. Il a voulu faire des sélections plus restreintes en disant voilà, je veux un groupe compact. Au final, depuis qu'il est là en 2 ans, on a testé 40 et des joueurs, dont la moitié, s'ils ont joué un quart d'heure, c'est bien. Donc voilà, il y a C'est aucun surtout ça le monde, problème, de promettre autant de il y a tests, aucun monde où il de retrouve jamais le donner de parcours. continuité. Ouais. Ouais. C'est son Pour plus moi, c'est gros le plus problème, c'est incohérent. ce qui lui a fait défaut et c'est ce qui amène à l'obligation qu'il y a pour lui de partir. Je suis désolé, on, une sélection sérieuse, dans l'état actuel des choses, jamais le coach reste. Jamais. Mmh. Non, je Voilà. suis d'accord. Donc dernier petit point. Il y a quand même un point à aborder. On va pas parler de la fédération, mais il y a eu un événement quand même, qui était sa prolongation. Pourquoi on est dans cette situation maintenant de: «Ouais, est-ce qu'on le vire ou enfin, hein?» parce que normalement, il avait un contrat jusque l'Euro qui a été prolongé, donc ça devait être pour la trêve de mars, avant la trêve de mars quand il y avait présentation des maillots. Est-ce que pour vous, la fédération a fait une erreur en le prolongeant? Heu, vraiment sur je demande parce que c'est facile de dire une erreur parce que oui, là, il est mauvais, mais est-ce que a posteriori, quand même, on peut se dire, est-ce qu'il y avait des raisons euh, logiques de lui offrir ce contrat à ce moment-là? Moi, je dirais que ça a été une erreur de le prolonger avant l'Euro, ça c'est clair, mais parce que, tu ne prolonges pas avant d'avoir des résultats concrets. Sous ce qu'on voyait sous Tedesco, les débuts étaient très bons, puis ça a été prometteur, sans non plus passer réellement un palier. Il y a eu, voilà, il y a eu les matchs nuls, il y a eu tes bons résultats, c'est par exemple le match contre l'Autriche, le match contre l'Angleterre ou le match contre l'Allemagne. C'est pas non plus des réussites pleines. Il y a des il y a des problèmes dans le match, donc voilà, il y avait rien qui montrait qu'il fallait absolument le prolonger. Maintenant, là où je serais un peu plus nuancé, c'est que malgré le mauvais Euro, personnellement, j'aurais compris qu'on le prolonge. Parce que je partirais du principe que, Tedesco, il reste jeune. Il a fait des paris, ça a pas fonctionné. Il a voulu reprendre Witsel, il a voulu reprendre Meunier, certains joueurs, ça n'a pas fonctionné. Son approche, au premier match des poules, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas que ça n'a pas fonctionné parce que c'était mauvais, mais parce que ça a été contré par l'adversaire et il s'y est pas adapté. Contre la France, il fait l'arme il c'est bis repetita, en fait. On fait un très bon début de match. Il a très bien compris le jeu de la France. Là où on a péché, c'est qu'en fait, on s'est pas adapté à l'équipe de France, alors qu'on aurait pu. Heu, mais à la fin de l'Euro, pour moi, il y avait de quoi éventuellement prolonger, car il a droit à l'erreur, en fait. Je pense moi, personnellement, je suis un partisan de en sélection, vaut mieux donner du temps. C'est pas comme en club où, tu peux avoir un joueur, un coach pardon, qui est là pour 1 an et puis tu le vires, tu en prends un autre, machin, machin. Comme disait très bien Pat, il faut penser à demain. Tu prends Tedesco, c'est un jeune coach, évidemment, il va faire des erreurs comme Kompany faisait des erreurs, au Bayern, comme, Zidane, il a fait des erreurs au Real Madrid. C'est normal, quand tu es un jeune joueur, tu vas faire des conneries. Donc voilà, personnellement, je serais pas trop, trop critique sur ce point. Je pense que la fédération peut être critiquée pour beaucoup d'autres choses, que la prolongation de Tedesco qui pour moi aurait été relativement peut-être pas logique, parce que je comprends que certaines personnes auraient arrêté, mais personnellement, j'aurais été partisan de continuer et de lui laisser une seconde chance. Moi, je pense que c'était une erreur. Moi, je pense que c'était une erreur de le prolonger à ce moment-là, parce qu'effectivement, en fait, je crois que je vais répéter exactement ce que dit Basile, donc je sais pas si je vais beaucoup, je sais pas si je vais beaucoup développer, mais enfin, ouais, il y avait rien de concret pour se dire: «OK, lui, on peut le prolonger». Il y avait rien. Et en plus, il a été prolongé après l'affaire Courtois, donc tu sentais déjà qu'il y a eu des petites frictions.
Donc je trouve que c'était pas prudent. Peut-être que comme c'est un coach qui coûte pas forcément très cher, ils se sont dit ouais, il y a des résultats qui sont ok, ça va s'améliorer. Voilà, on peut le garder peut-être, mais voilà. Je trouve que c'était une très mauvaise idée. Et là où je ne rejoins pas Basile, c'est après l'Euro qu'on a eu, moi je le prolonge pas, hein. Même après l'Euro, franchement. Voilà. Parce que l'histoire de jouer Pour, avec les supporters, avec le match contre l'Ukraine, etc., j'aurais eu beaucoup de mal à me projeter en me disant, ok, on peut encore faire 2 ans avec ce type. ouais, pour moi, la grosse différence, c'est que le match contre l'Ukraine, les supporters râlent parce qu'on joue le point. Maintenant, ça peut se défendre. On peut aimer, on peut pas aimer, mais c'est un point de vue qui peut se défendre. Il visait absolument la qualif. Voilà, je dis pas que et on fait un Euro très décevant au final et un mauvais Euro, ça, il y a pas de débat, mais pour moi, il y avait de quoi prolonger. Et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, j'aurais dû le dire aussi, c'est que quand tu prolonges Tedesco juste après l'affaire Courtois, pour moi, c'est un message que tu envoies. Tu fais comprendre à ton équipe, on est derrière vous, tu fais comprendre à ton coach, je te respecte et je te fais confiance. Et tu envoies un message à Courtois aussi. Ah ouais, tu as voulu faire ton malin, mais on va pas te suivre. C'est pas toi la star de l'équipe. C'est le coach, c'est l'équipe. Et ça pour moi, c'est normal. C'est un peu, c'est comme quand un club prolonge un joueur quand il s'est blessé. C'est un peu, voilà, c'est symbolique, ça permet de renvoyer quelque chose. Alors, pour le coup, je pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Il y a le fait que notre fédération, c'est une fédération qui change beaucoup, qui a eu plein de problèmes internes. Déjà encore maintenant, on vient de changer de CEO, on vient de changer de directeur sportif. Donc voilà, je pense qu'ils voulaient pas se casser la tête avec ça. Ils se sont dit, bon, Tedesco, ça coûte pas cher. Je crois qu'il est très content d'être là. Il y a des trucs intéressants. C'est pas parfait, mais il y a des trucs intéressants. Let's go, on y va. Et toi, Erwan? J'ai pas grand-chose à rajouter, moi non plus, j'ai pas compris l'idée de le prolonger avant. Après, peut-être une explication qui n'a pas été donnée, mais c'est tout simplement la stabilité, le fait de lui faire comprendre: «Tu joues pas ta place sur cet Euro», justement dans l'espoir qu'il va tenter des choses et pas, jouer la peur au ventre. Ce qui a été, malheureusement, il y a eu d'autres facteurs qui l'ont effrayé et qui a fait qu'il a joué, enfin qu'il a fait jouer l'équipe la peur au ventre et du coup, je suppose que c'est ça qui rend plus difficile. Après, il y a cette facilité ou en tout cas voilà, la Belgique, ça fait 10-15 ans, en tout cas, elle se met jamais, dans une situation inconfortable. Je veux dire, Wilmots, par exemple, ça peut peut-être paraître choquant, mais en soi, je trouve qu'après 2014, on pouvait déjà se dire: «Ah, est-ce que c'est ce mec-là qui» l'objectif, c'était quand même de ramener quelque chose avec cette génération. Est-ce que là, après ce qu'on a vu, bah, non, on a plutôt vu que le verre à moitié plein, en se disant en voyant les bonnes choses, même si je pense que tout le monde aurait été d'accord pour dire que c'est pas lui qui nous emmènerait très loin. Martinez, il a quand même fallu un sacré fiasco, pour qu'il tombe. Je suis pas sûr que sans un énorme fiasco comme celui-là, il serait tombé. Et là, en l'occurrence, bon, la fédération, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop. Évidemment, il y a trop de choses à dire sur elle, mais en l'occurrence, elles choisissent souvent la voie de la facilité et là, on est encore sur un exemple et en plus de prendre la voie de la facilité, n'empêche les choix des coachs sont quand même très étranges, ils sortent un peu de nulle part à chaque fois. Mmh. Ouais, c'est vrai que quand on voit que la liste finale, c'était, Peter Bosz et Tedesco qui, footballistiquement parlant, pour avoir vu, je sais pas, le Bayer Leverkusen de Bosz, bon, son Lyon était pas fou, mais même maintenant on voit son PSV ou même ce qu'il a voulu faire à Dortmund pendant quelques mois, ça avait rien à voir avec, le football de Tedesco. Mais moi, bizarrement à contre-pied, mais, c'est ce que j'avais dit, enfin, on en avait déjà débattu, je sais plus c'était avec qui, à l'époque de sa prolongation. Moi, je trouvais pas que c'était une mauvaise idée. Pourquoi? On va dire, c'était un coach qui réussissait plutôt bien. Tu as un Euro qui arrive, s'il réussit. Tu as pas mal de clubs qui, pendant l'été, ont changé de coach. En fait, tu te retrouvais dans une situation où tu pouvais arriver à avoir un coach qui réussit son Euro et qui part dans un club, je sais pas, bon, on a eu des rumeurs, hein. Évidemment, c'était que des rumeurs, mais Milan ou je sais pas quoi. Tu peux te retrouver vraiment voilà, comme le dindon de la farce qui se retrouve sans coach au 1er septembre parce que le coach a réussi. Donc moi, je pense qu'ils ont voulu, entre guillemets, se mettre à l'abri pour pas se retrouver dans cette situation un peu ridicule où ton coach réussit bien et t'as pas réussi à le prolonger. Et bah lui, enfin, faut pas se cacher les yeux. Enfin, faut pas se. Non, c'est pas ça l'expression. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais bon, c'est pas grave. Mais faut pas se mentir que si Tedesco, il y a un club d'un standing, je sais pas moi, le Borussia Dortmund par exemple, qui vient le chercher. Ouais, merci, j'adore Bruxelles, j'adore les frites, mais bon,
vais retourner en Bundesliga, quoi. Je vais retourner au Borussia Dortmund, finalise avec des champions. Il y a pas photo. Donc moi, je pense que la fédération a voulu se protéger. Et par contre, un peu comme Clem et inversement à Basile, moi, je pense s'il n'y avait pas eu prolongation, après 7 euros, alors, je pense que tu as montré que sous pression, il y a des petits soucis. Je pense le match face à l'Ukraine, dans tout ce qui était dégagé, que ce soit sur le terrain ou même hors du terrain, ça a été une catastrophe. En plus, il y a aussi un peu cette provocation quand même, par rapport, oui, les Belges, peut-être qu'ils ont peur de la France et tout, gna gna gna. Moi, je sais pas, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas peur de la France pour aller faire ce match. Je vous jure que je regardais le match, je me suis dit, ah putain, mais c'est une tactique, mais à un moment ils vont attaquer peut-être. À un moment ils vont attaquer. Non, ils ont jamais attaqué. C'est dommage. Donc, mais voilà. Donc, je comprenais la prolongation, mais je l'aurais pas prolongé a posteriori Tu fais le de hipster cette en euro. vraiment disant l'opposé de tout le monde, quoi. Mais on peut retourner à l'épisode. Non, je te crois, je te crois. Mais en vrai, moi, je comprends, hein, et je sais que quand il l'avait prolongé, mon premier réflexe, ça pas à dire: «Oh, c'est stupide de faire ça». J'étais mitigé, je comprenais un peu pourquoi. En même temps, je trouvais ça bizarre, j'aurais un peu attendu, et je pense que ce que tu dis est tout à fait pertinent. Voilà, et bon, et je vais pas me répéter, pour moi, voilà, il y avait des éléments de quoi prolonger, l'affaire Tedesco. Surtout que je pense que quand tu es la Belgique, est-ce que tu as réellement beaucoup de solutions au poste d'entraîneur? Je suis pas sûr. Je veux dire, il y avait qui? Il y avait Felice Mazou qui était libre. Super. Ouais, Je sais tu pas as vu son si on synchro? aurait été très, Oui, très loin, mais tu as vu Safran, son synchro. il est pas mauvais, mais bon, Ah bah ouais, hein. voilà, il faut voir par qui tu le remplaces aussi, et d'ailleurs, on en parlera sûrement, juste après, mais voilà, je crois que c'était pas incohérent de le prolonger. Donc ben voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le cas Tedesco ou est-ce qu'on peut, après 1h30 d'émission, clôturer tout ça? Moi, je dirais juste un dernier truc, c'est que je suis triste, en fait, que ça se termine comme ça, car j'y croyais vraiment beaucoup personnellement. Peut-être que j'y ai un peu trop cru et que j'ai été emballé par, la victoire, contre la Suède, qui était invaincue à domicile en phase des qualifications de mémoire, et l'Allemagne. Mais j'avais envie d'y croire, j'avais envie de croire en ses idées, et j'espère sincèrement, s'il est viré et qu'un nouveau coach arrive, qui va reprendre ces mêmes idées, car pour moi, c'est ce qu'on a besoin, en fait. Un mec qui vienne un peu imposer une nouvelle identité, et qu'on dise stop à certains et qu'on lance une nouvelle histoire. Mais voilà, très, très triste de la tournure des événements, très, très triste. Moi, je suis triste comme toi. Moi, j'ai voulu y croire, mais en fait, moi, j'ai voulu mentir à moi-même parce que, en suivant Leipzig, perso son Leipzig, j'aimais pas du tout l'équipe qu'elle était devenue par rapport au Leipzig qu'on connaît, pressing à fond. C'était plus du tout ça. Moi, j'ai voulu mentir à moi-même en me disant peut-être que non, mais je suis aussi triste que toi. Donc, Clem, Erwan, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, non. En tout cas, voilà, comme vous. Dommage que ça se termine comme ça, mais voilà. La vie est ce qu'elle est et il est temps de partir, monsieur Dominique. Non, pareil, j'espère juste que c'était que du bluff, ces déclats en mode, «Je suis sûr de rester, j'ai confiance en moi» et qu'on va vite, se passer à autre chose parce que même pour lui, j'ai même un peu de tristesse, j'ai pas que de la colère envers lui. C'est un peu triste que ça finisse comme ça pour lui, j'espère qu'il se relancera, mais loin de chez nous. Il y a du taf à Hambourg, à Hanovre, Pour là, moi, dans un club. il y a comment ça continue, je veux dire, il est détesté des médias, de toute sûr, il est détesté des médias, détesté des supporters, problème avec la fédération et problème avec son équipe. Enfin, à un moment, faut Non, arrêter, quoi. là, je pense que vous voyez C'est le même, la vidéo c'est- c'est du le mec, diable ou quoi? la vidéo du mec qui a un contrôle de police qui dit ouais, non, aucun souci, ça va bien se passer. Et puis quand on voit qu'il il est arrêté, ben, je vais citer le tweet où il dit que non, il va continuer avec cette vidéo-là quand il sera annoncé. Enfin, j'espère qu'il sera annoncé. Parce que si là, en mars, franchement, on revient faire une émission et que c'est toujours Tedesco qui est coach. Moi, à ce moment-là, j'abandonne avec ce pays, hein. Je vous dis tout de suite, et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que ma future femme, j'espère qu'elle est française ou une autre nationalité, parce que je refuse d'infliger ce pays, à mes enfants, hein. Non, à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut avoir Non, pitié, mais du bien. coup, moi, je dirais juste une dernière question, peut-être pour terminer. Si vous deviez lancer un petit nom qui vous intéresserait là pour prendre la succession, un seul, vous Euh, tourneriez soit vers quel profil de coach ou quel coach directement si vous avez un nom? Moi, j'aimerais bien un coach belge.
Maintenant, te dire un nom, un Philippe Clément, un Van Azebroek ou un autre sorti un peu de nulle part, je sais pas, mais il faut un coach belge à un moment. Voilà, je sais pas. Ou alors, on trouve un beau coach étranger de nouveau, mais est-ce qu'un bon coach, pardon, étranger, on l'aura au bon prix? Je ne sais pas. Donc, un coach belge, je crois, de préférence. Le reste, pour les noms, euh, je, je n'ai confiance qu'en Monty Vertigel et en Vincent Manhart. J'espère qu'il va pas aller me chercher quand même Scott Parker, hein, parce que bon, il a fait des bonnes choses, mais il y a eu des choix un petit peu plus. Moi, ouais, je pense que c'est comme Clem. Je pense que c'est Philippe Clément. Euh, un coach que j'aime bien, mais bon, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Là, il est en club, de toute façon. Et de toute façon, même s'il est belge, je n'ai pas l'impression qu'il sente vraiment belge. Je pense qu'il sent plus anglais. J'aime beaucoup la mentalité Will Steele. J'aime beaucoup le personnage que c'est, et même son football, ce qu'il a fait à Reims. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais là, c'est, je pense, pas le bon moment par rapport à sa carrière. Moi, je veux Jürgen Klopp. Non, mais ça, plus sérieusement, je vais aussi revenir sur un coach belge. Je pense que ça fait longtemps qu'on est plus sur un coach belge. Il y a très peu de sélections qui font ça. Et pourquoi pas, vous avez les mêmes noms que ce que vous avez cité. Il y a quand même Martin Martens qui entraîne à la Z Alkmaar. Ça se passe plutôt bien. Moi, j'y connais rien, évidemment. Je regarde pas la Z Alkmaar, mais c'est peut-être un autre nom à rajouter à la liste parce que Compagnie et Will Steele, c'est des mecs qui sont pas du tout intéressés par le poste pour le moment. Donc voilà, si on veut chercher l'excellence belge, il y en a que trois enfin deux et demi pour moi, c'est Philippe Clément, peut-être Martin Martens et peut-être Ren van de Zebro. Mm. Moi, je comprends l'idée de vouloir un Belge, mais est-ce que ça peut réellement refonctionner? Ça, je suis pas sûr. Avec ce qu'on vit actuellement dans le pays, j'ai l'impression qu'un coach trop typé francophone ou trop typé néerlandophone, je crois que ça va péter. Et je crois qu'on n'a plus réellement de coach belge fédérateur. En fait, pour moi, si. Philippe Clément, pour moi, il est parfait. C'est un profil parfait, mais est-ce qu'il est réellement faisable? Je sais pas. Je suis pas sûr. En fait, pour moi, Philippe Clément, on est dépendant de sa volonté. Est-ce qu'il veut coacher? Alors là, il vient quand il veut. Mais sinon, hormis lui, moi, Hein van Azebroek, pour moi, c'est un non catégorique. C'est vraiment, je vais pas me lancer là-dedans. C'est une mauvaise idée, mais pour moi, c'est un non catégorique. Et moi, sinon, un nom que j'aime bien, qui peut faire débat, et je l'ai vu un peu sur Twitter, et j'aime vraiment bien l'idée, c'est un Ruud van Nistelrooy. J'aime beaucoup l'idée parce que j'avais suivi sa première saison au PSV. C'est lui qui lance Bakayoko en A. Et c'est d'ailleurs Bakayoko disait une fois en conférence de presse qu'il avait vraiment réellement appris sur le positionnement, voilà, sur la gestion de la profondeur, gestion de l'espace, etc. Et c'est également lui qui lance Xavi Simons. Voilà, donc je crois que c'est un mec qui avait une très belle identité de jeu. C'est un mec qui a une vraie aura, qui parle une langue nationale, sans être affilié à une certaine zone du pays. Donc voilà, est-ce qu'il en aurait envie? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que je pense que la Belgique reste quand même un nom plutôt sympa. Tu as toujours des noms, allez, coacher un De Bruyne. Est-ce que tu es réellement sûr de coacher ce genre de joueur dans ta vie de sélectionneur? Je sais pas, tu as des Amadou Onana, Lukaku si jamais il reste, des Romeo Lavia. Donc voilà, je pense vraiment qu'il peut y avoir un truc très sympa. Et je pense que si je me souviens bien du style de jeu qu'il faisait au PSV, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait à United, mais je veux dire, je serais pas contre un Ruud van Nistelrooy. En plus, franchement, avoir un mec des Diables Rouges floqué, Ruud, allez les C'est gars, vrai que on va pas se moi, mentir. je, Ça a de je la me, gueule quand même, hein. je me souviens de matchs du PSV. Je pense que c'était face à Benfica en gros, en barrage de Ligue des Champions. Vraiment, c'était une chouette équipe, le PSV. Et c'est vrai qu'il a lancé pas mal de joueurs. Il y a Mhm. Madueke aussi qu'il a lancé. Enfin, son équipe Et avec. il a et une équipe qui a été inconstante, mais au final, il avait pris un PSV en crise. Il va chercher la Coupe des la Pays-Bas, si je me coupe. souviens bien. Ouais. Il y a une Et, super coupe aussi. et Où il mais je écrase crois la l'Ajax. Supercoupe n'est plus là. Ah Non, non, l'année non, d'avant, parce qu'en fait, c'est il Madueke qui m'a annonce qu'il triplé. part avant la Supercoupe et il joue la Supercoupe. Je Parce pense qu'il que m'a c'est un truc comme triplé, je me ça. souviens. Je pense, non, parce que c'est vraiment, je pense, à ses débuts, il apprend. Parce que, en fait, j'étais à Amsterdam Ah, encore le week-end avant. là. Ok, 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 Ouais. autant pour moi alors. Donc, euh, donc voilà. Parce que je me demande si c'est pas avant justement la coupe qu'il annonce, avant le finale de Je coupe, crois, qu'il il y a annonce une son des deux départ. en tout cas qui gagne après, je pense. Ouais, Enfin ouais, bon, ouais. mais voilà, j'aimais vraiment bien une équipe un peu irrégulière, mais une équipe jeune et qui un peu comme les Diables Rouges, c'était une équipe qui était à la dérive avec un très joli vivier. Et il n'a pas hésité à bouger certains joueurs.
Il en a lancé d'autres et tout. Donc franchement, ça me ferait kiffer. Je peux pas vous mentir, ça Ouais, me je ferait vois vraiment ça. kiffer. Son premier match, il gagne 3-5 face à l'Ajax avec des buts de Simmons, Gakpo. Bon, je pensais Madueke, mais non, pas Madueke. Mais c'était une chouette équipe. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça ou là on a vraiment fini pour de vrai? Moi, en tout cas, je drop the mic, comme on dit. J'ai tout dit. Tout est dit. Peut-être en un Ben, seul mot ouais. pour pas la faire longue, mais personne On n'a va jamais parlé de arrêter. Thierry Henry. Non, mais vraiment, vite fait, Ah, Thierry Henry. c'est vrai, non, c'est vrai Personne, qu'il faut en parler. personne ne voudrait. Moi, je suis mitigé sur la question, hein, je veux dire, mais peut-être vous, votre avis, quoi. Moi j'étais Moi, je me de demande base si. Pardon, vas-y. de base j'étais moi c'est un coach bon, j'ai ces trucs de Monaco où ça a été une catastrophe parce que il a du mal en fait à comprendre que les joueurs ne sont pas aussi forts que lui. Mais je trouve que sur la France U21 quand même, enfin U23 plutôt aux Jeux Olympiques, ben, en tout cas au moins sur un tournoi, il a réussi à emmener quelque chose. Alors c'était pas la plus belle équipe, loin de là. En même temps, il était aussi, il n'a pas eu tous les joueurs à sa disposition parce qu'il y a plein de clubs qui ont retenu leurs joueurs, mais il a montré quelque chose de plus positif. Après de là à le vouloir en équipe nationale, par rapport à tous les noms qu'on a dit, même je le fais même passer derrière un Rue de Van Nistelrooy perso. Wow. T'as dit quoi là? Je fais passer Henry derrière un Tu Rue. veux, on s'embrouille? Mais non, mais je le fais Non, en vrai, passer je derrière. comprends. Ah, derrière, ok, j'ai cru devant, je suis Oui. haut. Non, derrière. Ça va, alors ça va. Non, moi, je comprends. En fait, je pense que Thierry Henry serait un meilleur sélectionneur que coach et il l'a un peu montré lors des JO avec la France quand il a pris les Bleuets. En plus, il connaît très bien la fédération. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je comprendrais. Moi, Thierry Henry, je signe tous les jours. Imagine la gueule de la sélection. Putain, cette Wood face titulaire avec Thierry Henry en coach. Mais quel bonheur cette équipe. Quel bonheur. Non, ouais, en vrai, je crois que beaucoup de joueurs le voulaient en plus en remplaçant de Ah ouais. Martinez. Donc, Ah why ouais. not, hein, pour de vrai. Lukaku. Est-ce que s'il n'y avait pas Alderweireld, non, je suis pas Alderweireld, je pense qu'il avait déjà pris sa retraite. Mais il y avait pas mal de joueurs qui avaient milité pour ça. Mais justement, est-ce que c'est pas une petite alerte pour dire bon, s'il y a trop de joueurs qui le veulent, est-ce qu'entre guillemets, il va pas se sentir bon, c'est Thierry Henry, donc c'est quand même une aura, mais est-ce qu'il va pas se sentir un peu bon, c'est les joueurs qui m'ont fait venir, quoi. Je peux pas mettre un Lukaku de côté alors que c'est lui qui a milité pour moi. Je crois qu'il s'en foutrait. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me dis que bon, c'est Thierry Henry. Donc bon. Ça, c'est Là, l'avantage d'avoir un mec qui a un ego surdimensionné, c'est que, comme compagnie, hein, je crois que vraiment, il s'en fout. Ouais. En tout cas, là, je pense qu'on en a assez dit. 1h42, là, le record est largement battu. Mais bon, on s'y attendait, mais en même temps, il y avait des choses à dire. Déjà, tout d'abord, évidemment, je vous remercie, les gars. Avec plaisir, c'était chouette. Il y a... ouais, Bah, Juan. mais pardon, merci beaucoup pour cette belle émission. Et bah, là, c'est le temps additionnel. Je vois 1h42. Il y a déjà eu un Là, peu de temps additionnel en première mi-temps, ça y est. Et là, bah, écoutez, au plaisir de revenir, n'est-ce pas? on va te revoir en mars, c'est ça? Vu que c'est la prochaine trêve. Ouais, voilà, exactement. Je vais faire profil bas d'ici là. Moi, je continue de râler sur les tweets énigmatiques De The de The Weeknd. Weeknd par rapport à son album. Et pour le football, on verra. Et merci à toi, hein, Erwan, encore une fois, comme d'hab. Ah, merci à vous, c'était sympa d'échanger. Je pense pas avoir déjà eu cette composition-là d'émission avec Non, quand j'ai participé, donc vraiment très chouette d'échanger avec vous aussi longtemps. C'est en tout cas plus c'est chouette d'échanger avec vous que de regarder les Diables en ce moment. Ouais, mais ça va, toi, t'es de bonne humeur dans quoi? Dans quelques heures, t'as une nouvelle victoire, là, face aux Celtics en plus. Là, je regarde. Bon, ça va. Non, beaucoup de blessés, c'est les champions en titre. Je pense que la série elle s'arrête aujourd'hui malheureusement. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même. Ça fait combien de victoires là? 15. Ouais, 15-0, 15-0, c'est ça. Voilà, juste ça. Donc, on espère que vous avez apprécié. J'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est aussi disponible en podcast. Mais si vous êtes déjà arrivé là, bon, ça sert à rien. Et si vous êtes en podcast, n'oubliez pas que c'est disponible sur YouTube. Let Me Talk. Donc, on vous remercie. Et sur ce, on vous dit ciao et même, en fait, à demain. Ciao!